Et voilà, c'est parti, on est en direct. Il y a déjà plusieurs arrivants. Et bien, du coup, je vous souhaite la bienvenue. Bonsoir à tous. Merci pour votre présence. J'ai le plaisir ce soir de vous recevoir avec Dominique Jacob. Bonsoir Dominique. Bonsoir Cédric, contente d'être avec vous ce soir. Voilà. Et pour une super conférence, donc, on va parler de décodage biologique, de psychogénéalogie, tout un très gros programme, vous allez voir, très, très intéressant. Mais tout d'abord, nous allons commencer par un petit test de son et d'image. Est-ce que vous nous voyez bien et est-ce que vous nous entendez bien? Donc, je vais juste repréciser, il y a toujours une dizaine de secondes entre nous, le direct, et puis ce que vous recevez chez vous. Donc, si vous posez vos questions et qu'on prend un peu de temps à répondre, c'est normal, il y a toujours ce petit décalage. Voilà, mais du coup, il y a déjà beaucoup de monde de Bordeaux, de Rennes, de région parisienne, de Calvados, du Calvados, de Provence, de la Drôme, de Nice, de Ottawa au Canada, Suzanne. Eh bien, bienvenue Bienvenue les Canadiens. Sylvie de Montréal. Isabelle nous dit bonne réception. Eh ben, merci Isabelle pour ton retour. Donc, je suis ravi de vous accueillir. Donc, ce soir, c'est un moment entre nous. Donc, voilà, prenez vraiment le temps de vous installer confortablement, de prendre de quoi noter parce que ça va être très, très riche en informations. Bien sûr, vous aurez accès au replay. Et puis, couper toutes les distractions, donc Facebook, la télé, pour être bien au calme et bien concentré parce que vous allez voir, il y a énormément de contenu que Dominique va nous partager. Donc, pour commencer, tout le monde nous dit OK, tout est parfait. Joël nous dit 5 sur 5. Christelle, oui. Alors, un petit détail avant que tu te présentes, Dominique, juste sur le fonctionnement. On va faire des petites pauses au fur et à mesure de la conférence, bien pour prendre vos questions. Donc voilà, si c'est des questions qui sont vraiment en rapport avec ce qu'on dit sur le moment, bien je les prendrai. Et sinon, à la fin de la conférence, je vais refaire la liste et reprendre toutes vos questions au fur et à mesure. Voilà, donc on fera au mieux pour vous répondre à tous. Donc, si vous avez déjà des questions qui vous trottent au fur et à mesure, n'hésitez pas à les poser. Et moi, je vais aller voir tout ça dans le chat pendant que Dominique va vous expliquer un petit peu son sujet. Donc, Dominique, déjà, est-ce que tu pourrais te présenter pour nos chers auditeurs, nous dire, qui tu es, d'où tu viens, et puis, pourquoi ce soir tu viens nous parler donc de décodage biologique et de psychogénéalogie. Oui, eh bien écoute, encore une fois, je suis vraiment contente et merci de venir de tous les coins du monde. C'est la magie d'Internet, de pouvoir se connecter avec l'âme des autres un peu partout dans le monde. Et donc, avant de commencer, je voudrais dire un peu qui je suis. Donc, en fait, vu mon grand âge, comme je dis toujours, je suis psychogénéalogiste et décodeur biologique depuis plus de 40 ans. Non, peut-être pas plus, là j'exagère. Plus de 30 ans et un peu moins de 40 ans, mais pas loin. En fait, parallèlement à mes études de psycho, j'ai beaucoup voyagé dans le monde et je suis allée me frotter l'âme à celle des autres parce qu'il n'y a rien de mieux que justement de pouvoir communiquer avec le monde entier parce que le monde entier est également en nous. Et donc, il n'y a pas de différence, il n'y a que des êtres humains qui sont dans des approches peut-être pas toujours similaires, mais qui ont les mêmes aspirations. Et puis, les mêmes aspirations, qu'est-ce que c'est? C'est l'amour. La première conférence que j'ai donnée, sur laquelle je vais revenir, eh bien, le sujet, c'était « Et si l'amour était le fin mot de l'histoire ?» Et vous allez voir que, aussi bien en psychogénéalogie qu'en décodage biologique, c'est bien l'amour qui nous pousse à voir certains comportements qui vont être certainement très heureux, mais d'autres qui le sont moins, parce qu'en fait, on va être incroyablement fidèle à notre histoire. Alors, comme je vous disais, j'ai été l'élève de Anne-Ancelin Schutzenberger qui a écrit Ah et mes aïeux. Peut-être pour certains qui connaissent un peu la psychogénéalogie, cela vous dira-t-il quelque chose. Et puis, quelques années plus tard, non, parallèlement, pardon, j'étais aussi l'élève d'un homme qui s'appelle Alexandro Jodorowsky et qui est un grand chaman et un grand tarologue devant l'Éternel. Et en fait, cette approche, aussi bien d'Anne Ancelin, m'a permis d'avoir une base plus scientifique, plus universitaire, alors qu'avec Alexandro Jodorowsky, c'était plutôt une approche chamanique, une approche intuitive
et une approche du symbole. Et évidemment, pour faire des guérisons, pour accompagner les gens dans leur bonheur et dans leur joie et leur guérison, eh bien, on peut le faire aussi bien en comprenant de manière extrêmement mentale, intellectuelle, mais aussi d'ordre plus intuitif, plus symbolique, et j'irais jusqu'à dire, bien évidemment, en ce qui me concerne, bien spirituel. À ce sujet, je sais qu'on me voit mal, que mes deux maîtres sont un peu derrière moi. Ils sont en fait en moi, hein, dans mon cœur. Mais je voulais quand même vous signaler, puisque vous devez voir les photos qui sont derrière moi. Il s'agit de Amma, que certainement beaucoup de gens connaissent dans le monde, Amritananda Mayi, et Sri Vishwananda, qui est moins connu, mais qui est pour moi extrêmement important, qui est devenu mon Sadguru il y a 1 an et qui m'accompagne, j'espère, dans la réalisation. Alors évidemment, je n'en suis pas là encore, je ne suis pas Bouddha, loin de là, mais nous sommes des petits Bouddhas en puissance, nous sommes des petits dieux en puissance. Nous avons à nous lever, mais pour nous lever, il va falloir ne plus porter des douleurs et les souffrances qui nous enferment, qui nous bloquent et qui empêchent que nous allions vers notre véritable nature. Donc, après quelques années de psychogénéalogie pure, j'ai rencontré sur mon chemin plusieurs thérapeutes qui sont aussi bien médecins que dans une voie spirituelle. Et j'ai donc été enseignée pour travailler dans le décodage biologique, comprendre en fait ce que veut dire le décodage, et c'est ce que nous verrons aussi, puisque en ce qui me concerne, je le relie à la psychogénéalogie, puisque les maladies racontent une histoire qui peut se relier aux histoires de notre clan, aux histoires de notre famille, et je vous expliquerai comment cela se passe. Donc, ceci, c'est le travail de M. Gert Hammer, qui a donc fait une grille de lecture qui permet de comprendre pourquoi on va avoir telle pathologie plutôt qu'une autre et à quoi ça correspond. Ça veut dire donc que si on comprend d'où vient cette pathologie, pourquoi on l'a mis en place, parce qu'on n'attrape rien, pourquoi on a mis en place cette pathologie, alors si on l'a créée, on pourra aussi la décréer. Donc, parallèlement à Gert Hammer, il y a aussi de nombreuses années, étant bilingue allemand, entre autres, j'ai été enseignée par Bert Hellinger, et c'est le 3e volet du travail que l'on peut faire pour avoir un travail complet, une compréhension complète de son histoire. Il s'agit donc de constellation familiale, et j'en dirai 2 mots aussi parce que c'est une partie intégrante de la compréhension de ce que nous portons. Et en fait, pour comprendre où l'on va, il faut déjà savoir d'où l'on vient. Et donc, les constellations familiales est le 3e volet qui va permettre de comprendre et d'avoir accès aux secrets de famille, aux non-dits, aux mensonges, au silence. Donc, ce soir, évidemment, je ne parlerai peu de constellation puisqu'en fait, c'est quelque chose que l'on peut faire en présentiel puisque c'est du théâtre. Pourquoi ? Parce que la vie est un grand théâtre et lorsque j'accompagne quelqu'un, il me raconte des faits, il me conte des faits et l'idée, c'est de pouvoir en faire des contes de fées. Parce que parfois, c'est rarement des contes de fées et en général, les personnes qui s'intéressent à cela, qui ont envie de faire ce voyage initiatique, eh bien, il y a des faits douloureux et parfois, ce ne sont non seulement pas des contes de fées, mais parfois des choses tellement douloureuses que je cherche le mot qui est l'opposé des contes de fées. C'est lorsque on rêve, ça peut être un très beau rêve, comme ce peut être un très vilain rêve. Donc, en constellation familiale, on va avoir accès à ce que nous portons, mais on ne pourra pas l'avoir normalement. Ça sera dans l'inconscient qu'on va permettre d'avoir accès à cette connaissance intime que nous avons. Alors, comme je vous ai dit, en vous ayant présenté mes 2 maîtres spirituels, pour moi, la psychothérapie
n'a de sens que si elle est reliée à la spiritualité. Et peut-être là, en ce moment, comme tout le monde, je cherche, je suis une chercheuse aussi, comme vous. Et je suis en train de rentrer dans une dimension que j'aimerais exprimer dès ce soir, car pour moi, à un moment donné, il est important de savoir d'où l'on vient, il est important de connaître ce que l'on porte, mais à tout moment, nous avons cette capacité d'accepter de n'aller que vers le meilleur, de ne plus donner de la force aux douleurs et aux blessures de notre arbre, mais d'entrer dans notre joie intérieure, et ceci aussi est relié à la spiritualité. Pour la spiritualité, ça ne veut pas dire religion. Et cependant, j'aurai l'occasion d'en reparler à d'autres moments, mais pour moi, nous sommes porteurs des grands archétypes qui sont mentionnés dans la religion, dans la Bible, c'est-à-dire Marie, Joseph, le Christ, Marie-Madeleine, tous ces grands archétypes qui sont en fait un des aspects que nous portons. Et l'idée, c'est que plutôt que de donner de la force à toutes ces blessures, à toutes ces souffrances de nos petits moi, d'aussi du petit père et de la petite mère terrestre, mais ce serait peut-être aussi de se relier à son grand moi, qui peut être aussi considéré dans la spiritualité comme le père spirituel et la mère divine, ou aussi la mère terre, la terre-mère. Donc, c'est de relire tout cela à un niveau de conscience supérieur, et j'espère que dans ce sens, vous pourrez comprendre, une fois que l'on a saisi de ce que nous pouvions porter, eh bien, c'est de nous ouvrir à ces potentiels. Et les potentiels, je les écris un peu de manière humoristique, le pote en ciel. Hein. Nous avons des guides, nous avons des potes en ciel qui sont là pour nous aider. Et notre ciel intérieur, c'est d'aller vers le meilleur et de ne pas aller vers le pire. Alors j'espère que ce soir, je vais être un peu contagieuse pour vous donner envie, certes de comprendre, parce qu'il faut bien avoir une base, mais à un moment donné, c'est de choisir d'aller vers le meilleur. Et puisque je parlais tout à l'heure de spiritualité, je voudrais dire que depuis 2012, et vous savez qu'on a fait beaucoup cas de ces 2012, disant que ça allait être la fin du monde, beaucoup de gens étaient affolés. Non, c'était la fin d'un monde, et heureusement que c'est la fin d'un monde, parce que justement, nous sommes dans une énergie toute particulière où on va être porteur pour justement lâcher nos souffrances du petit moi, la souffrance de nos problématiques juste familiales, pour grandir et devenir l'enfant universel, l'enfant libre de toute blessure, libre de tout poids, libre de toute souffrance. Et c'est bien ce que le Christ est venu faire. Et le Christ, il n'est pas mort sur la croix, il ne s'est pas sacrifié. Il est juste venu montrer qu'il est au centre de sa nature. Et nous pouvons aller vers ce centre de notre nature parce que nous sommes maintenant dans les mêmes énergies qui s'appellent les énergies christiques, qui sont entre 2012 et 2027. Nous avons aujourd'hui 9 ans devant nous pour aller vers notre âge d'or. Ça veut dire que si nous allons vers notre âge d'or, si nous choisissons de nous libérer de ce que nous connaîtrons par cette recherche, par ce voyage initiatique, eh bien, alors, nous pourrons accéder à cette ouverture du cœur et à cette ouverture de notre vraie nature. Voilà, j'ai fait une longue introduction qui n'est pas encore la psychogénéalogie, mais c'était important pour moi de vous dire que c'est une étape, que une fois qu'on a tout bien compris, eh bien, on va décider de le lâcher. Mais encore, pour lâcher, il faut savoir ce qu'on veut lâcher. Cédric, est-ce qu'il y a des questions? Non, je pense que pas encore. Eh bien, écoute, déjà merci pour cette présentation et cette introduction. Je souhaite la bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent encore un petit peu en ce moment. Donc, du coup, on va pouvoir démarrer. Et pour démarrer, j'aimerais qu'on parte sur justement une question de Huguette
qui Oui. demande: y a-t-il un espoir de ne pas transmettre mon histoire à ma descendance? Merci de nous aider par vos connaissances, Huguette. Alors oui, bien sûr qu'il y a un espoir. À quoi je servirais depuis 40 ans? Effectivement. Alors, merci Huguette de poser cette première question parce qu'elle va être vraiment le début de ce que je dis au tout début d'une conférence. Il n'y a pas de fatalité. Voilà, ça c'est un mot que vous devez entendre. Il n'y a aucune fatalité. Il n'y a qu'une histoire non connue, non comprise ou non guérie. Mais pour qu'elle soit guérie, il faut déjà, donc, comme je le disais, connaître ce que l'on porte. On a déjà tout ce que l'on sait, hein, déjà, on a bien vu des répétitions, etc. Mais ensuite, il va falloir décider le changement. Bien sûr, tout le monde veut le faire. Personne ne veut rester dans ses souffrances. Mais ça ne fonctionne pas aussi facilement que ça. C'est-à-dire que on peut décider, mais nous avons aussi tous les obstacles de notre inconscient qui fait que nous sommes freinés dans notre élan de changement. Mais c'est parfaitement possible et justement, je vais vous expliquer comment. Ben déjà, en le choisissant de manière consciente, je choisis de me libérer dans un des piliers. Alors, qu'est-ce que ce sont les piliers? En psychogénéalogie, nous avons plusieurs moyens d'accéder aux informations. 1, par les prénoms. 2, par les dates de naissance et les dates de décès. 3, par la place que l'on occupe dans la fratrie, parce que vous verrez que si vous vérifiez mes dires, et je vous demande de les vérifier et de ne pas me croire sur parole, et surtout pour le décodage biologique, parce que Bouddha a dit « ne me croyez pas, expérimentez ». Eh bien, moi, je ne suis pas Bouddha, mais je vous dis « ne me croyez pas, vérifiez ». Donc, vous allez voir que c'est du papier à musique, que les choses sont à la fois incroyablement psychogénialement logiques, psychogénéalogie, au psychogénial au logis, c'est-à-dire dans le logis, dans notre nid, dans notre cercle de famille. Donc, il est très possible donc de changer, oui Huguette, c'est tout à fait possible. Et donc, je vais vous donner quelques petits exemples. Ce qui est étonnant, le cerveau fonctionne dans des représentés de manière symbolique. Et donc, les prénoms eux-mêmes peuvent être aussi entendus de manière symbolique. Et c'est ce que nous appelons le décodage de ces prénoms. C'est ce qu'on appelle, on peut le faire avec la langue des oiseaux. Alors, je vais vous donner un exemple. Laurent ou Laurence. Si vous écoutez phonétiquement, ça, on pourrait le dire l'eau qui est rance. Peut-être que là, avec les prénoms Laurence, nous allons avoir des mémoires de noyade. Mais qui dit noyade dit aussi l'eau qui éteint le feu. On pourra avoir des mémoires d'incendie ou de brûlure. On peut aussi avoir avec le prénom Laurent ou Laurence, on pourra avoir des notions de que s'est-il passé dans la matrice, c'est-à-dire pendant la gestation, dans les eaux matricielles, par exemple. On pourra avoir un autre versant, c'est aussi, si on le lit autrement, l'or, anse, eh bien, avec le prénom or, eh bien, on va avoir des problématiques d'argent, des problématiques d'abondance, des problématiques de on a pu avoir été riche et on a perdu les biens. Donc, mémoire de pauvreté ou de richesse. Donc, vous voyez que déjà, rien qu'avec un prénom, on a des tas d'options. Mais évidemment, à partir du moment où j'ai un arbre devant les yeux, il faut avoir plusieurs facteurs qui vont me dire que c'est plutôt cette recherche-là que celle-là que l'on va trouver. Peut-être pourrons-nous demander à Cédric si quelqu'un s'appelle Laurent ou Laurence, s'il veut bien préciser pour le groupe qui écoute si un des 4 aspects lui parle. Peut-être, si tu es d'accord. Oui, 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 voilà. Donc du coup, n'hésitez pas surtout, si vous entendez votre prénom, à nous faire un partage, voilà, qui peut être si vous vous reconnaissez dans un vécu qu'on va énoncer. Et puis Voilà. surtout, j'aimerais juste vous préciser qu'ici, nous sommes dans un espace de bienveillance
et de non-jugement. Donc, nous sommes tous dans l'accueil, ben voilà, de votre histoire et aussi vos questions. Eh bien, il n'y a pas de questions qui pourraient être moins bien que d'autres. On va prendre chaque question parce que, ben, quand une question vous parle, eh bien, elle parle en général à d'autres personnes aussi. Voilà. Du coup, on a Pascal qui nous demande est-ce que ce serait pour le nom ou le prénom? Est-ce que ça marche pour les deux? Alors pour le nom, ça raconte aussi une histoire. Je vais vous donner par exemple un exemple. Si on s'appelle Laurence en nom, hein, Madame Laurence, Monsieur Laurence, là, vraisemblablement, il y a des mémoires de DAS, d'enfants abandonnés. Parce qu'on sait que lorsque un prénom est donné comme un nom, c'est qu'il manquait un nom, c'est qu'il manquait un père biologique. Alors, ce que vous devez entendre pour ne pas être affolé d'emblée, c'est que ce n'est pas forcément votre histoire. Le prénom que l'on porte raconte une histoire du dessus. Et à ce sujet, ce qui va être intéressant, c'est de voir que vous êtes la quintessence de la 5e génération et que les choses se font par pliage. C'est-à-dire que vous êtes relié à vos grands-parents qui eux-mêmes sont reliés à leurs grands-parents. Alors c'est intéressant parce que souvent, vous avez éventuellement des prénoms, éventuellement des dates, mais pas d'histoire. Tandis que si on travaille à la génération des grands-parents, eh bien déjà, on peut extrapoler et avoir une idée très claire de ce qui s'est bien pu se passer à la 5e génération. Donc, plus on monte, et pour répondre aussi à Huguette, plus on va monter haut, plus on va comprendre ce qui s'est joué au-dessus, plus on va choisir de manière consciente de libérer les souffrances que l'on aura pu répertorier. D'accord? Alors, je vais raconter quelques petites histoires avec les prénoms, mais pas beaucoup, parce qu'on peut faire une conférence que sur des prénoms. Je vous dirais, par exemple, bah tiens, je vais vous donner mon exemple, Dominique. Dominique, c'est Domus, c'est le toit. Il se trouve que moi, j'ai perdu une maison. Mon père s'appelle Bernard, et Bernard, c'est la mémoire du Bernard l'ermite. Et le Bernard l'ermite, il va dans la maison des autres. Il vole les coquilles des autres. Et puis, ma sœur de lait s'appelle Brigitte, le bris du gîte. Vous voyez que tout a du sens et qu'il y a une cohérence dans les prénoms, dans les histoires de notre famille. Il se trouve que j'ai perdu une maison avant de connaître tout cela. Et dans notre famille, déjà, il y avait eu une perte de maison. Pendant la guerre, mes parents avaient été spoliés et avaient perdu une maison. Donc, je ne m'appelle pas Dominique pour rien. Et d'ailleurs, je suis thérapeute sur Fréjus, dans le Var, sur la Côte d'Azur. Et je suis également, mon lieu de travail est un lieu d'ouverture pour d'autres gens, et je suis chambre d'hôte, c'est-à-dire que je donne un toit aux autres. Donc vous voyez bien que les métiers nous racontent une histoire, les lieux nous racontent une histoire, les violons dingues nous racontent une histoire, etc. Donc peut-être si je vous donne encore quelques autres prénoms dans une autre coloration, eh bien, si je vous dis, il y a dans votre famille des Joseph, des Louis, des Vincent, des Alexandre, des Xavier, eh bien là, il est fort à parier que dans votre famille, probablement, il y a un père biologique qui n'est pas celui que l'on croit. Il y a peut-être un non-dit, un silence, ou peut-être qu'on ne le sait pas. Donc, pourquoi je dis que cela raconte cette histoire? C'est parce que, comme vous savez, Joseph n'était pas le père biologique du Christ. Il était l'homme qui a élevé le Christ comme un père. Louis, parce que Louis, les rois de France, il y avait le prénom qui se répétait pour donner la filiation, mais Louis XIV, Louis XV, Louis XVI, etc. Et on donnait cette filiation pour être bien sûr que c'était le fils de. Or, vous savez bien que chez les rois de France, eh bien souvent, il y avait des histoires adultérines avec des enfants adultérins qu'on appelait vilainement, et encore dans certaines familles, et dans le temps, on les appelait des enfants illégitimes, et on n'était pas toujours tendre avec ces enfants-là. Donc, là encore, si vous entendez ce prénom et que vous avez dans votre histoire ces prénoms-là, ce n'est pas forcément ni vos parents ni vos grands-parents. Ne vous précipitez pas chez eux en disant
Ah, j'ai entendu hier à une conférence, il doit y avoir un secret terrible. Et surtout, je voudrais en même temps vous dire une chose. La première chose qu'il faut faire, c'est les remercier. Parce que malgré toutes les tribulations qu'ils ont pu avoir, les guerres, les maladies, les divorces, les secrets, les adultères, les faillites, les spoliations, les dettes de jeu, les séparations, les enfants décédés en bas âge, les enfants morts à la guerre. Vous voyez, je suis en train de faire la liste non exhaustive des drames. Eh bien, malgré tout cela, la vie a continué et vous êtes là ce soir. Donc déjà, on peut les remercier, nos aïeux, parce que malgré tout ça, la vie s'est perpétuée et ils vous ont aussi donné des joyaux, ils vous ont donné aussi des valeurs, ils vous ont donné aussi des compétences. Malheureusement, parfois, on met sous le boisseau nos joyaux, nos compétences, nos beautés, parce qu'on est obnubilé par la peine et la souffrance que nous vivons, parce que souvent nous allons les répéter. Donc tout le but de la psychogénéalogie aussi, et du décodage, c'est d'aller débusquer nos joyaux, d'aller débusquer nos bonheurs, nos valeurs et nos, oui, notre partie lumineuse de notre histoire, parce que parfois, on l'a mis un peu dans l'ombre. Donc, les prénoms, un prénom qui est extrêmement, comment dirais-je, qui est très symptomatique, c'est le prénom de René, renaître à la place de. Donc, nous avons des prénoms de remplacement et on aura Sylvie, si il avait vécu. Donc là, ce sont des mémoires d'enfants qui ne sont pas venus ou qui sont morts trop tôt. Donc tout cela, on va devoir le nettoyer parce que ça va se rejouer en même place, mais heureusement pas tout le temps. Hein. Comme je disais, il n'y a pas de fatalité. Il se peut qu'on n'ait pas forcément besoin de faire de psychogénéalogie pour régler, parce qu'on aura fait ce choix délibéré de ne pas reproduire ce que l'on connaît. Mais encore une fois, je voudrais vous inciter à ne pas faire quelque chose. Le cerveau n'entend pas la négation. Donc si vous dites « je ne veux pas que cela arrive », eh bien il y a de fortes chances que malheureusement ça arrive, parce que le cerveau va entendre « je veux que ça arrive ». Donc écoutez-vous aussi parler dans votre décision de changement. C'est « je me libère de », mais non pas « je ne veux plus ça ». D'accord? Ça, c'est extrêmement important. Donc, on a vu que les prénoms nous racontent une petite histoire et nous donnent déjà des pistes de recherche pour comprendre ce que l'on porte. Je vous ai dit tout à l'heure que la deuxième possibilité que l'on a, c'est les dates. Et justement, Cédric, si tu veux avoir la gentillesse de montrer un petit dessin qui est explicatif, vous comprendrez comment ça se joue par rapport aux dates. Donc, voilà. Donc, il s'agit de ce qu'on appelle le cercle de vie, d'accord? Et ça se décline comme ça. Moi, j'ai évidemment pris une date qui est la mienne, mais évidemment, vous devez le faire avec vos dates. Donc, en bas, à 12h30, vous avez votre date de naissance. Moi, c'est le jour et le mois qui comptent. Donc, ma date, c'est 16 octobre. 9 mois avant, la date de conception, qui est donc à 1h moins le quart, sera donc en 16 janvier. Nous sommes d'accord, 16 janvier de la même année. En haut, vous avez ce qu'on appelle le point de vie. Et là, c'est de 3 mois en 3 mois, si vous voulez. Vous voyez bien que octobre à janvier, ça fait 3 mois. De janvier à avril, ça fait 3 mois. Et de avril à juillet, ça fait toujours 3 mois. Mais si on le regarde à partir de la date de naissance, eh bien, c'est toujours de 9 mois en 9 mois ou un cadran de 9 mois comme une gestation. Donc, vous prenez votre date, puis vous calculez de 3 mois en 3 mois. Et là, vous allez avoir ces 4 points. Merci. Alors, lorsque vous aurez ça, ces 4 points-là, eh bien, vous pourrez regarder dans votre histoire familiale qui a ces mêmes dates-là, que ce soit dans les dates de naissance, que la date de conception, que la date de décès. Et ça voudra dire que si vous avez une date en lien avec un de vos ancêtres,
avec ces mêmes dates-là, mais un peu plus élargies, c'est-à-dire qu'on compte 14 jours, 7 jours avant et 7 jours après. Par exemple, 16 octobre, eh bien, ça sera 16 jours en moins ou 16 jours en plus. D'accord? Donc, pour vous, vous faites la même chose et vous regardez quelles sont les dates similaires. Et ça veut dire que vous êtes à ce moment-là affilié psychologiquement à l'histoire de cet aïeul, de cet oncle, de cette tante, de l'arrière-grand-père, de l'arrière-grand-mère, etc. Ça veut dire que vous avez été missionné, d'une certaine mesure, pour raconter son histoire, dans les bonnes choses, et tant mieux, mais aussi dans les moins bonnes. Donc, vous allez pouvoir déjà rendre à César ce qui appartient à Jules. Alors, ça c'est pour les dates. J'espère que vous avez bien compris. Et Je donc, me rassure, ça fait 40 ans que je le fais et ça fait 40 ans qu'on me dit « j'ai pas compris, il faudra me le réexpliquer ». Est-ce qu'il y a une question il y a sur ça? juste une question de Emmanuel. Tu as parlé des 9 mois de gestation et qui demande pour une personne qui est née à 7 mois. Alors, je le remercie de poser cette question parce que j'allais y venir. Effectivement, il se trouve que c'est mon cas. Là, j'ai donné un cas, on va dire classique, de 9 mois, mais moi, je suis née à 7 mois et demi. Il faut donc faire le calcul sur 7 mois pour lui ou 7 mois et demi pour moi. Donc, ça change un peu les dates, effectivement. Mais ce qui est intéressant, c'est de faire les deux, parce qu'on va se rendre compte que ça a du sens, les deux. Donc, on fait et 9 mois et 7 mois. D'accord? Alors, ça, c'était donc pour les dates. Par contre, ce que je ne vous ai pas expliqué, c'est à quoi correspond le point de vie et à quoi correspond le point de gisant. Le point de vie, c'est un moment dans l'année, un mois, où vous allez pouvoir sortir de vos cycles mémorisés. Ça veut dire quoi? Vous avez engrammé des choses, et vous avez engrammé des choses dans les 5 piliers de votre être, et je vais les redonner. La communication, l'affectif, la sexualité, le travail et la santé. Donc, dans un des piliers, il y a eu peut-être un traumatisme, et tant qu'on ne va pas le régler, eh bien, il va se rejouer dans des dates anniversaires. Vous n'avez pas besoin de moi pour savoir que vous allez vous dire, mais pourquoi tous les 7 ans je divorce? Pourquoi je trouve toujours des patrons qui sont désagréables? Pourquoi je suis malade tous les 4 ans, etc. C'est ce qu'on appelle les dates mémorisées. Là encore, il n'y a pas de fatalité. Une fois qu'on le voit, on peut faire ce changement. On peut choisir d'arrêter ce film. La vie est un grand théâtre et on a eu un script à l'arrivée dans son projet Sens, naître au sens, mais la bonne nouvelle, c'est qu'on peut le réécrire et pour le meilleur. Donc le troisième versant, après les prénoms et les dates, non pardon, je n'ai pas dit ce que c'était que le point de gisant avant de passer au carré parfait, donc à la place. Le point de gisant, c'est un point extrêmement important qui a été connu par monsieur Salomon Selam, qui a fait un magnifique travail. Et en fait, tout le monde n'en a pas. En fait, c'est un point que une de nos dates qui est reliée à un mort, mais pas n'importe quelle mort. C'est ce qu'on appelle les morts inacceptables et inacceptées dans le clan. C'est-à-dire là où on n'a pas pu faire le deuil, parce que c'était innommable. Alors, ça peut être un enfant qui meurt en tombant, je l'ai vu cet après-midi, un petit garçon qui est décédé en tombant dans le feu, il avait 7 ans. Et figurez-vous que la personne avec qui j'ai travaillé cet après-midi, elle a développé une pathologie très particulière, et j'y reviendrai tout à l'heure. Elle a des enfants qui ne peuvent plus marcher. Et la pathologie a commencé à s'installer justement dans un moment particulier. Vous voyez bien que ça a du sens parce que cet enfant, il est tombé. S'il n'avait pas pu marcher, eh bien, il ne serait pas tombé. Alors, j'y reviendrai tout à l'heure, je le redirai, mais c'est très important. Et ça rentre absolument pas dans le cadre de la médecine traditionnelle. Ce sont d'autres paradigmes, la maladie est la solution parfaite du cerveau. Et je vais vous raconter tout à l'heure mon histoire et vous verrez quelle était parfaitement la solution parfaite de mon cerveau pour avoir du temps pour comprendre ce que je portais.
Et je me suis guérie d'une pathologie lourde et pénible parce que j'ai eu accès à mon secret de famille. Donc le point de gisant, voilà, c'est une mort inacceptable. Alors ça peut être une mort prématurée, un soldat mort à la guerre à 20 ans, toutes les problématiques de vie, à part le fait qu'on va mourir tranquillement dans son lit avec sa famille autour de soi, tranquillement. Voilà. Donc ça, c'est les points de gisant. Et tout le monde n'en a pas. Pour vérifier si on est gisant, parce que le gisant, c'est pas le mort. On est le dépositaire de l'histoire du mort qui est douloureuse. Pour voir si on est gisant, on va dormir sur le dos, comme un gisant. On va s'habiller plutôt en noir. On va avoir des sports, par exemple, on va être pilote de ligne, stewardess, alpiniste. C'est-à-dire qu'on va vers le haut pour retrouver ces petits êtres qui sont morts trop tôt. On monte au ciel. C'est symbolique, bien sûr. Et puis aussi, on va peut-être écouter de la musique plutôt en mode mineur qu'en mode majeur, parce que c'est un peu spineux. D'accord? Voilà comment on reconnaît qu'on est un gisant. Mais encore une fois, c'est très intéressant de le faire parce que ce sont vraiment effectivement des mémoires douloureuses, mais encore une fois, nous n'en possédons pas tous. Alors, maintenant, on va passer à l'autre possibilité, et l'autre possibilité, c'est la place. Et je t'invite, si tu veux bien, à montrer le carré parfait. Donc, le carré parfait, vous voyez, c'est très simple. En première ligne, vous avez 1, 2, 3, puis 4, 5, 6, puis 7, 8, 9. Ça, jusqu'à présent, on peut le lire. On peut continuer. C'est-à-dire que si d'aventure, dans votre famille, là, par exemple, la personne dont je vous parle, elle avait déjà, à la génération de ses oncles et tantes, ils étaient 10. Donc, vous continuez le carré. En dessous du 7, vous mettez 10, 11, 12 et plus. D'accord? Et ça se lit verticalement. C'est-à-dire que ça se lit 1, 4, 7, 2, 5, 8, 3, 6, 9. Donc, si vous êtes numéro 1, vous allez être relié psychologiquement aux histoires de tous les numéros 1 de votre arbre, tous les numéros 4 et tous les numéros 7, s'il y en a. Et ça, sur toutes les générations. Et puis, si vous êtes numéro 2, vous serez relié psychologiquement aux 2, 5, 8. Et si vous êtes numéro 3, vous serez relié aux 3, 6, 9. Merci Cédric. Ça veut dire qu'il va falloir connaître vraiment sa place. Et en fait, parfois, si vous regardez à qui vous êtes affilié, mais que rien ne vous parle, eh bien que probablement, peut-être, vous n'êtes pas à la place que vous croyez. C'est un moyen de vérifier sa place. Souvent, ça va être aussi quand je vais chercher ça, quand on me dit, moi, je n'arrive pas à trouver ma place. Ben, peut-être que justement, votre place n'est pas celle que vous croyez. Et entre autres, ce qui va être extrêmement important de vérifier, c'est les décès d'enfants. Si avant vous, il y a eu un IVG, une fausse couche, un enfant mort-né ou un enfant mort en bas âge dont on n'a pas parlé, eh bien, à ce moment-là, vous ne serez pas au numéro que vous croyez, mais vous serez un cran plus loin. Et du coup, vous ne serez plus affilié aux mêmes personnes. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions par rapport ça répond justement à la question de Sophie qui me demandait, dans la carré parfait, une fausse couche prend-elle une place comme un vivant? Absolument. Et d'ailleurs, il y a un très grand, à la fois philosophe, homme d'église, qui disait « Les morts ne sont pas invisibles, ils sont juste absents. » Mais en fait, ils ne sont pas du tout absents. Ils se rappellent à notre ordre, en fait, parce qu'ils nous missionnent de faire ce que l'on a à faire qu'eux n'ont pas pu faire. Et le clan nous a missionnés pour cela. Pourquoi? Parce que le clan, c'est comme un mobile. C'est un hologramme et c'est indissociable. Et le clan, c'est comme un clan de loups ou d'animaux, et on fonctionne de manière animale dans le système du cerveau archaïque. Et donc, s'il manque quelqu'un,
on va immédiatement missionner, on va faire naître quelqu'un, d'abord pour la continuité de l'espèce, n'est-ce pas? Donc ça, c'est exactement comme les animaux. Et d'ailleurs, en décodage biologique, j'en parlerai tout à l'heure un tout petit peu, nous avons un grand spécialiste de décodage qui a pratiquement enseigné tous les décodeurs français, c'est monsieur Claude Sabat, qui a fait justement une comparaison extraordinaire de toutes les maladies en lien avec les comportements animaux, le comportement animal. Et c'est incroyable, nous fonctionnons comme ça. Hein. Je vous donnerai quelques petits exemples tout à l'heure si on a du temps, si je ne parle pas trop longtemps. On a deux petites questions encore sur ça. Oui. De Catherine, dans le cas d'une FIV avec plusieurs implantations d'embryons, comment savoir? Oui. Alors, attends, là, j'ai besoin d'une précision. Quelle est la question? Comment savoir quoi? Est-ce que La la plaque dans la fratrie, je pense. est-ce que la FIV va marcher? Voilà, C'est ça que du coup, est-ce que, Catherine, si tu peux nous en dire un peu plus, est-ce que ça… Alors, je vais répondre quand même de Oui. toute façon. La place, elle est pour les enfants qui naissent, qui viennent sur Terre. Et si du coup c'est une fausse couche et que l'implantation a prise, mais qu'avant terme… On le compte. On le compte, oui. Même si donc ça, elle doit le savoir. Elle doit savoir combien elle a fait de FIV. Mais ce ne sera pas donc elle qui sera impactée, mais les enfants qui vont venir derrière. D'accord? Ok, Est-ce que c'est ça clair, ça? dépend. Et puis du coup, on a une question de Dominique qui demande Oui. comment fait-on pour le savoir quand on ne sait rien de sa famille? J'avais des parents qui ne parlaient pas. Oui. Alors, je rassure Dominique tout de suite, on est tous logés à la même enseigne. Hein. C'est très rare d'avoir les informations. En fait, on est Sherlock Holmes. Au début, on fait avec ce que l'on a. Mais la vie est incroyablement généreuse et qu'on commence à s'ouvrir et à demander avec gratitude des informations, elles vont nous être données. La vie est incroyablement généreuse. Et si vous voulez la demander, vous allez voir, vous aurez toutes les représentations et puis vous aurez aussi les représentations symboliques. Vous avez certainement, vous connaissez le mot qui s'appelle les synchronicités. Donc, on peut travailler totalement avec des synchronicités. Mais en même temps, évidemment, si on ne connaît pas grand-chose, le peu qu'on va avoir, moi, je peux le décoder puisque je connais toutes les grilles de lecture. Hein. Alors, on y viendra tout à l'heure. Enfin, moi, je propose donc des sessions pour que vous puissiez, vous, avoir accès. Et dans justement les modules que nous proposerons, dont on parlera tout à l'heure, vous aurez toutes les grilles qui vous permettront évidemment de décoder tout ça. Mais pour répondre aussi à Dominique, même si les parents n'ont pas beaucoup parlé, il y a une chose importante qu'il faut leur dire, s'ils sont encore vivants, bien sûr. Leur dire que vous ne venez pas en accusateur, que vous ne venez pas en accusatrice, que vous venez parce que vous avez envie de comprendre leur histoire. Vous allez parler de cœur à cœur d'enfants blessés à enfants blessés. Et non pas d'adulte qui a une dent contre papa, maman, le chien et le canari, parce que il nous a fait vivre des choses douloureuses. On va se rendre compte que les 3/4 du temps, ce qu'ils nous ont fait vivre, c'est ce qu'ils ont vécu. Et que malheureusement, ils n'ont pas pu faire de résilience. Ça, c'est un mot dont M. Cyrulnik est le père spirituel de ce mot. La résilience n'a pas pu être faite parce qu'ils ne sont pas dans une conscience, ils n'ont pas décidé le changement. Et on verra que des gens qui sont alcooliques, qui battent, eh bien probablement c'est parce qu'eux-mêmes ont été alcooliques et qu'ils buvaient, et, que la famille buvait. Donc, lorsqu'on comprend ça, on peut aller vers eux en demandant « Je ne viens pas en accusateur, mais j'aimerais tellement connaître votre histoire. » Par contre, bien sûr, il arrive des fois qu'ils ne peuvent pas parler parce que c'est douloureux, parce qu'ils ne savent pas ou parce qu'ils ne veulent pas car c'est honteux ou trop triste. Ou, voilà. Mais sachez que si vous ouvrez chez vous, la relation s'ouvre et tout s'apprend. Tout. Écoute, merci pour ces réponses déjà. Et on va prendre une dernière question avant de continuer justement sur le carré. Question très intéressante de Malika et Steph, Oui. un petit peu la même. Si on est quatrième du père et troisième enfant de la mère, donc dans le cas d'un remariage, justement. Voilà. Merci de le poser. Tout à l'heure, je me suis dit, j'ai fait l'impasse, mais je pense qu'on allait me la poser. C'est parfait. Alors, effectivement, là, ça se complique un peu plus, évidemment, parce que
on va être par exemple 3 par rapport à maman et peut-être 1 par rapport à papa. Donc, on sera encore assujetti à un peu plus de monde, à tous les 1, tous les 3 et tous les 6 et tous les 9, etc. Donc, il va falloir aller voir tout ça. C'est un petit peu plus de travail parce qu'il y a une plus grande famille, puisqu'il y a une famille recomposée en quelque sorte. Oui, on ira prendre tout ça. Merci pour tes réponses D'accord. et merci pour vos questions. Alors, on a vu qu'en psychogénéalogie, il n'y a pas de fatalité, il n'y a que des histoires non connues, non comprises ou non guéries. Alors, ce que je voudrais aussi dire, puisque ça a été un peu une question posée de manière sous-jacente, quand on n'a pas d'histoire, moi, ça m'arrive très fréquemment des adultes qui font un travail sur eux, mais qui étaient des enfants de la DAS, ou la famille était de la DAS. Évidemment, on n'a pas l'histoire biologique. Eh bien, figurez-vous qu'on peut quand même travailler dessus parfaitement, parce qu'en plus, ce qu'il faut savoir, c'est que les familles, comment dirais-je, d'accueil sont toujours en résonance, puisqu'on est en loi de synchronicité, en miroir, avec l'histoire de biologique. Donc, on arrivera toujours à trouver des infos. Et il y a aussi une autre chose, c'est que de toute façon, même si vous n'avez pas d'histoire, jusqu'à ce jour, vous vous êtes construit d'une manière ou d'une autre. Donc, on ira chercher aussi vous représenter les archétypes qui vous ont représenté. Ça peut être un professeur dans votre enfance, ça peut être une nourrice, ça peut être un parrain, une marraine. Tout ça, ça va être intéressant d'aller le chercher aussi dans vos histoires. Les histoires de nourrices, vous allez voir pourquoi, c'est mon histoire. Il faut aller voir les parrains, les marraines, ils nous racontent une histoire. Ou ça peut être un ami de la famille extrêmement important, ça raconte une histoire. Donc, on a toujours un moyen d'avoir une information. Alors, donc en psychogénéalogie, les prénoms, les dates, les places, et donc l'important, c'est qu'il va falloir donc mettre bien les places, vérifier si possible s'il y a eu des IVG, des fausses couches, des enfants morts-nés. Et ensuite, on va aller regarder dans tous les piliers comment ça s'est passé. Dans la communication, dans l'affectif, dans la sexualité, dans le travail et dans la santé. Donc rapidement, avant de passer au pilier de la santé, qui est le décodage biologique, eh bien, on va regarder dans la communication. Comment dans la famille ça se jouait? Et on va voir que très souvent, ça se répète. Est-ce que dans cette famille, on ne parle pas, comme disait tout à l'heure l'un d'entre vous? Est-ce qu'on était mutique? Est-ce qu'on pouvait pas, on ne raconte pas? Parfois, on raconte trop, et c'est pas mieux. Hein? Moi, tout à l'heure, dans la journée, j'ai eu une dame qui a travaillé avec moi par Skype. Sa mère lui a dit tellement de choses, mais horribles, que évidemment, elle porte des choses douloureuses, parce qu'on lui a trop dit de choses, et des choses qu'elle ne devait pas entendre. Donc, parfois, soyez heureux de ne pas avoir trop d'informations. Parfois, ce n'est pas pire que d'en avoir de trop. Ensuite, dans la communication, pour aller voir, est-ce que dans cette famille, on crie? Hein? Il y a des gens qui ne savent pas se parler sans crier. Il y a des gens qui ne savent pas se parler sans taper. On ira voir si dans cette famille, c'était les coups, les harcèlements, la brutalité. Voilà, comment on va fonctionner dans cette famille. On ira voir, peut-être dans cette famille, que ça va être une famille où on est dans les mensonges, on raconte des cracks. Souvent, quand il y a des mensonges, c'est que la vérité est tellement douloureuse à dire qu'on ne va pas pouvoir le faire. Mais là aussi, on va le vérifier. Est-ce qu'il y a des Franck? Est-ce qu'il y a des Luc? Franck, c'est franche. Il est où le mensonge? Luc, il faut faire la lumière, etc., etc. On va avoir des métiers comme secrétaire, le secret à terre. Les métiers vont nous raconter aussi une histoire. Donc, on a toujours un moyen. Les numéros de téléphone nous racontent quelque chose. Les numéros de rue nous racontent quelque chose. On peut tout trouver. Et je vous raconterai dans mon histoire comment, justement, ça a été tellement impactant que au moment où j'ai guéri de ma pathologie, eh bien, je n'ai pas atterri n'importe où. Je vous montrerai que rien, il y a un mot, on le dit toujours, il n'y a pas de hasard. Non, il n'y a aucun hasard. Ce ne sont que des rencontres. Ce ne sont que des rendez-vous. Ce ne sont que des lois de synchronicité. Ce sont des miroirs.
D'ailleurs, si on regarde maintenant l'affectif, on verra que parmi 75 millions d'hommes ou de femmes, un homme va choisir une femme qui raconte la même histoire que son histoire, et une femme va choisir un homme qui raconte la même histoire. Alors moi, ça me fait beaucoup sourire quand on me dit: «Oh oui, mais chez mon conjoint, ma conjointe, oh là là, c'est pas facile». Ben, c'est pas facile non plus. Et merci le conjoint, merci la conjointe, parce que si on connaît des choses chez lui ou chez elle, eh ben, on va aussi avoir des informations, parce que nous nous sommes rencontrés, l'univers nous a fait nous rencontrer, des rendez-vous, pour guérir ensemble quelque chose. Et si on va de manière plus symbolique, et si on parle de vie, de l'âme qui s'incarne dans telle ou telle famille, eh bien, on va se choisir une famille particulière pour vivre certaines expériences, et on va choisir aussi un conjoint ou une conjointe pour vivre certaines expériences, pour les dépasser, pour que notre âme soit libérée. Donc, merci nos conjoints, nos conjointes qui nous font vivre peut-être des choses pas forcément simples, parce qu'on est là pour nettoyer, juste expérimenter, pour aller vers sa nature sur l'amour. Alors, donc, on regardera comment tout cela s'est fait. Est-ce que dans la famille, c'était des mariages d'amour? Ou est-ce que c'était des mariages de raison? Ou est-ce que c'était des mariages d'argent? Ou est-ce que c'était simplement une histoire sexuelle et pas d'amour? Ou bien est-ce qu'on avait la tête bien pleine et qu'on ne savait que discuter, intellectualiser, mais pas de sexualité? Ou est-ce que, vous voyez, c'est tous les piliers, ils sont interchangeables. Et d'ailleurs, on verra que souvent, quand on va travailler, eh bien, lorsqu'il y a le pilier du travail qui ne fonctionne pas, il y a de fortes chances que le pilier de l'affectif non plus, et vice-versa. Donc, là encore, c'est un peu comme les chakras du corps, ils sont aussi reliés. Hein. Donc, on regardera effectivement cela par rapport aux rencontres affectives. On verra aussi, par exemple, que nos rencontres affectives, un homme ou une femme vont choisir un partenaire qui vont forcément rappeler une histoire ou une blessure de notre enfance. Et on va se dire, mais comment ça se fait que j'ai rencontré cette femme qui est d'une autoritarisme épouvantable, ou pourquoi j'ai choisi un homme qui buvait? On va aller regarder qu'est-ce qui s'est joué dans son enfance. Est-ce que c'était une blessure d'une mère qui était très, très autoritaire, ou un père qui avait un problème avec l'alcool? Si on ne l'a pas réglé en amont, on va le retrouver chez le conjoint. C'est aussi simple que ça. Alors, heureusement, là encore, il n'y a pas de fatalité. Si ensemble, nous pouvons libérer la blessure de ce qui a été vécu avec papa, avec maman, avec grand-père, avec grand-mère, eh bien, la relation avec son compagnon va, ou son mari ou sa femme, va totalement changer. On ne peut pas changer l'histoire, on ne peut pas changer l'autre, mais on peut changer nos blessures intérieures, et du coup, l'extérieur va changer. Vous savez l'expression qui dit « tout ce qui est intérieur est extérieur, et tout ce qui est en haut est en bas ». Eh bien, c'est une réalité. Si vous le guérissez dans votre cœur, alors l'extérieur, c'est-à-dire ce que vous vivez extérieurement, va automatiquement, j'allais dire, fatalement changer. Et ça, c'est une bonne nouvelle du soir. Avant Oui. qu'on parte sur le pilier de la santé, puisqu'on va attaquer toute la partie décodage biologique, et là, on va avoir un sacré morceau encore. Et on peut peut-être juste énoncer donc les 7 ateliers qu'on va partager, parce que c'est vrai que ça va être intéressant et que là, on va déjà pouvoir rechercher, aller faire son arbre et tout ça. C'est vraiment des ateliers où on va construire tout ça si on peut l'aborder, si tu peux nous énoncer. Bien sûr. Alors, j'ai choisi, bien sûr, le chiffre sacré 7, mais ça a du sens, hein, puisqu'on a vu, il y a 7 chakras, et il y a bien, bien d'autres choses comme ça qui sont en lien. Il y a des nombres, hein, qui sont sacrés, hein, le 7 en est un, mais il y a le 12 aussi, il y a le 3, parce que tout est trilogie, etc. Donc, 7, dans ces 7-là, effectivement, on va, d'une part, au départ, donc, avoir tous les éléments pour pouvoir monter son arbre. Ensuite, on ira investiguer dans tous les piliers
ce que vous savez et ce que vous allez apprendre dans votre histoire à travers les prénoms, les dates de naissance, les dates de décès, les métiers, les maladies, la petite histoire. Donc, vous allez déjà commencer très rapidement, au bout de la deuxième session, d'avoir déjà plein d'éléments. Je vais aussi pouvoir vous donner de manière extrêmement pratique. Vous pouvez aller chercher dans les archives départementales, les archives municipales, les archives religieuses, les archives militaires pour les hommes. Là, si vous n'avez pas d'informations, eh bien, si vous êtes né en France, vous allez avoir beaucoup d'informations déjà sur le net. Il y a beaucoup de choses qui sont en lien. Alors, bien sûr, il y a quelques endroits en France où c'est un peu plus complexe pour la France. C'est là où il y a eu des bombardements, où parfois, évidemment, la mairie n'a plus accès à certaines informations. Mais encore une fois, vous voyez, moi, je suis d'Alsace. Mes parents ne m'ont jamais rien dit. Mes parents étaient décédés largement quand je suis tombée malade, et pourtant, j'ai eu l'information. Donc, c'est parfaitement possible. Pour l'étranger, on a aussi, bien sûr, il y a aussi les mairies, il y a aussi des archives, et on peut les compulser pour l'étranger. Et puis, bien sûr, dans certains pays, si on veut vraiment avoir beaucoup d'informations, il y a bien sûr les Mormons. Alors, je vois que nous avons des amis canadiens et peut-être américains aussi. Et bien sûr, il est certain que les Mormons ont beaucoup d'informations. Mais encore une fois, on n'a pas besoin d'avoir toute l'information et ni monter sur la 26e génération. Déjà, sur les 3 premières générations, on a déjà beaucoup de travail de libération possible. Donc, on regardera donc dans tous les piliers et aussi, surtout, ce qu'on va regarder, c'est les fameux cycles mémorisés. On travaillera là-dessus aussi. C'est-à-dire qu'on va comprendre, et là, par contre, je vais vous en parler parce qu'on va s'en servir pour le décodage biologique. Donc ça, c'est un des piliers importants. Et puis, on aura 2 modules où il y aura des questions-réponses énormes, où vous allez commencer à pouvoir raconter votre histoire et où je pourrai faire un échange avec des guérisons. Il y aura du soin dans 2 des modules. Enfin, à chaque fois, il y aura un peu de soin, mais essentiellement dans les modules 5 et 6. Dans le module 5, on aura accès essentiellement à toutes les maladies pour comprendre les reliances entre maladie et histoire familiale. Et donc, on pourra effectivement avoir une grille de lecture. Et enfin, dans le 7e module, on aura une guérison à un tout autre niveau de conscience. Quand vous aurez bien répertorié ce que vous voulez guérir, eh bien, on fera des soins, même à chaque fois à chaque module. Bien évidemment, comme tout ce que nous disons, je le remets dans le cœur de mes maîtres, il y a aussi une guérison spirituelle, bien sûr. Voilà, je pense que je vous ai tout dit. Peut-être ce que je pourrais ajouter, c'est que ces modules auront lieu toutes les 3 semaines. Ça veut dire que ça vous donne le temps de rechercher, comment dirais-je, de digérer ce que j'ai pu raconter. Vous aurez aussi les diaporamas qui seront là à votre disposition quelques jours avant le module pour pouvoir commencer à rechercher. Et ensuite, bien sûr, les modules, tout ça reste en votre possession, ce qui fait qu'après, vous aurez tout le temps nécessaire pour continuer à travailler, même sur des mois, quand vous le voudrez, quand vous le pourrez. Voilà. Je voudrais dire que tout ce que j'ai pu mettre dans les diaporamas, c'est tout le travail que je fais en présentiel et que même si c'est un prix certain, eh bien, vous avez exactement le même contenu que ce que je fais en présentiel et c'est le quart du prix. D'accord? Donc ça, c'est important que vous le sachiez. Vous avez exactement les mêmes données que lorsque je travaille en présentiel avec les personnes. Et puis, aussi, ce que vous avez dû voir, que Cédric m'a dit, avoir pu mettre en place, c'est que vous avez aussi la possibilité de payer en plusieurs étapes, ce qui vous verra que ça vous permet que ça ne soit pas trop lourd pour chaque module. On peut le faire en 1, 2, 3, parfois jusqu'à 5 échelonnements pour vous permettre à quand même travailler et décider le changement de manière un peu moins lourde que si vous deviez payer la formation d'un coup. Est-ce que j'ai tout dit? Alors, tu as presque tout dit.
Donc, Isabelle demande, y aura-t-il des supports PDF? Donc oui, il y aura vraiment des supports, des fiches qui vous seront envoyées. Alors, il y a énormément de contenu pour avoir pu déjà avoir eu un aperçu de tout ce qu'il y a dedans. C'est bien simple, je crois que si je ne m'abuse, je dois avoir 118 diaporamas. Voilà. Donc, on Donc, va c'est vraiment vraiment vous complet. transmettre tout ça. Donc, ce seront aussi des webinaires en direct. Chaque module est un webinaire en direct. Donc, vous pouvez poser vos questions vraiment. Et là, on va vraiment aller sur votre histoire. Muriel nous demande, et si on n'est pas dispo lors des webinaires, eh bien, il y aura le replay qui sera bien évidemment accessible dès le lendemain. Et vous pourrez les regarder autant de fois que vous voulez et prendre le temps vraiment de mettre pause et d'y revenir. Donc, pas d'inquiétude si vous n'êtes pas là pendant le direct. Vous pourrez aussi, poser vos questions par mail et puis on y répondra soit par mail, soit dans les directs suivants. Alors, Voilà. donc, vous pourrez nous contacter par mail et tout ça. Donc, si vous voulez toutes les informations, juste au-dessus du chat, il y a un petit bouton, vous pouvez cliquer dessus déjà. Sinon, après la conférence, avoir tout le détail. Sinon, ce sera aussi en dessous du replay. Et vous aurez les dates aussi qui sont marquées des 7 modules. Et le premier commence le 13 juin. Voilà. Donc, comme ça, vous Le aurez le temps premier, déjà de pratiquer et puis de voir un petit peu, voilà. de commencer. Et puis, une dernière chose m'était venue. On a parlé donc des directs, les replays qui seront disponibles, tous les contenus. Et j'aimerais rajouter aussi que tu as parlé de soins. On va faire des soins donc dans des différents modules, surtout le 5 et le 6. C'est que Oui, quand vous faites un soin sur vous et que vous guérissez quelque chose, un conflit, une mémoire, eh bien, vous le faites pour toute votre lignée. Donc, vos Sylvia. ancêtres et aussi surtout vos descendants. Donc c'est vraiment pas du travail perdu qu'on peut faire vraiment à tout âge et ça a vraiment un impact et une importance. Et en plus de votre lignée, vous le faites aussi pour le monde et pour la planète. Exactement. Donc, merci de le signaler. C'est très important ce que tu viens de dire, Cédric, parce que, comme je vous disais, le clan est une entité et s'il y a un des aspects qui est souffrant, ça déséquilibre tout le clan. Donc, si une personne fait ce travail de guérison, eh bien, non seulement elle se guérit elle, mais elle guérit effectivement aussi bien les ascendants que les descendants. Et là, justement, on va se rendre compte que la guérison de quoi que ce soit, d'ailleurs, dans les 4 piliers, les 4 premiers piliers. Alors, c'est vrai que je n'ai pas parlé, mais j'ai bien compris que le temps avance très vite. Et sinon, on n'a pas parlé du pilier de l'argent, il est important aussi. D'ailleurs, je me permets aussi de signaler ça lorsque on se dit, oh, j'aimerais bien faire la session, mais c'est peut-être un peu cher pour moi. Encore une fois, là, je ne suis pas en train de vous appâter, hein, ce n'est pas ce que je suis en train de dire. Ce que je veux dire, c'est que très rapidement, si pour vous, il y a une problématique avec l'abondance, eh bien, on ira le chercher tout de suite. Et vous verrez que moi, j'ai eu des retours, mais immédiats, parce que le miracle, ce n'est pas un miracle qui est en dehors, bien qu'on ait aidé effectivement par nos guides et nos maîtres et nos anges gardiens, certes, mais le plus grand miracle, c'est de croire dans son potentiel, c'est de croire et de devenir co-créateur de son monde. Et si on change dans l'instant, dans le maintenant, eh bien, tout va changer. Et dans le pilier de l'argent, c'est la même chose. Donc, moi, je sais exactement ce que je vais chercher quand on me dit, ah oui, mais Dominique, je ferais bien le truc, mais j'ai vraiment pas d'argent ou j'ai pas de boulot ou ceci ou cela. Eh bien, on ira tout de suite voir pourquoi ça ne fonctionne pas. Eh bien, je peux déjà vous donner l'info. C'est qu'on va avoir des spoliations, on va avoir des héritages qui ne sont pas descendus, on va avoir la croyance que l'argent n'est pas une belle énergie, hein, comme on l'a, par exemple, y a-t-il eu des malversations ou y a-t-il eu des spoliations entre frères et sœurs, etc., etc. Tout ça nous empêche de croire qu'on a le droit de recevoir. Et donc, l'équilibre du donner et du recevoir, quand je vais faire le travail de guérison, eh bien, ça descend. À chaque fois, j'ai tout de suite, et je vous donnerai un exemple dans ce pilier-là, dans une autre formation que j'ai donnée, une dame, ça faisait 7 ans, non 8 ans même, qu'elle n'arrivait pas à vendre son appartement. Elle était dans une dèche. Elle a quand même décidé de faire la formation.
Eh bien, figurez-vous que avec l'acte de guérison qu'on a fait ensemble, 3 jours plus tard, elle a vendu son appartement au prix qu'elle voulait et à la première personne qui s'est présentée. Ça faisait 8 ans qu'elle ramait. Ça veut dire que non, là non plus, il n'y a pas de fatalité. C'est simplement qu'il y avait un blocage au niveau des spoliations et des héritages. Une fois qu'on le libère, parce que c'est ce qu'on appelle la balance des comptes. Si les comptes ne sont pas justes, les descendants vont ramer. Voilà, donc on fait la balance des comptes, et les comptes, on peut l'écrire comme on veut. C-O-M-P-T-E ou C-O-N-T-E. Ou C-O-M-T-E parfois. Mais là, c'est une autre histoire, je vous la raconterai une autre fois. Alors, effectivement, maintenant, le dernier pilier. En fait, maintenant, je vais vous parler un peu de décodage biologique. Donc, on a vu qu'il n'y a pas de fatalité dans les 5 piliers, que tout peut se rééquilibrer. Et pour la santé, c'est la même chose. Donc, le décodage biologique, c'est la compréhension des maladies. Alors là, par contre, il faut que vous oubliez tous et toutes ce que vous croyez et ce que vous savez de la maladie et de la santé de manière conventionnelle. Ce n'est pas du tout la même chose. Il y a d'autres paradigmes et il faut le penser tout à fait autrement. Je l'ai dit tout à l'heure, la maladie est la solution parfaite du cerveau. Bon, là, évidemment, c'est très surprenant, hein, parce qu'on pense que c'est plutôt un drame, une maladie. Non, c'est une pause dans la vie, une pause dans le temps, qui va nous donner du temps pour comprendre et choisir de guérir, parce qu'on choisit de guérir l'histoire. Et la phrase clé, c'est aussi la maladie d'un enfant, et nous sommes toujours l'enfant de quelqu'un à quelque âge que ce soit, est un transposé d'une histoire psychologique d'un aïeul non résolu. Alors, elle est un peu compliquée la phrase. Ça veut dire que dans un représenté, un descendant va choisir une pathologie qui raconte que si l'ascendant avait eu cette pathologie, il n'aurait pas eu le drame de sa vie. Intéressant. C'est un système de survie et c'est aussi pour donner du temps à la compréhension. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que là, on n'est pas dans la maladie symptomatique, mais on va être dans la source de la problématique, dans la source de la maladie. Ça veut dire que si on guérit ça, il n'y aura pas de récidive, d'accord? Parce qu'on aura libéré la cause et non pas les effets. Hein. Parce que la médecine somatique, c'est ça. On soigne les effets, mais on ne va pas à la cause. Alors, il faut savoir que cette approche, elle a été créée il y a une quarantaine d'années déjà par M. Gerd Hammer, dont je vous ai parlé tout à l'heure. Et en fait, ce monsieur, malheureusement, médecin allemand, a eu un drame dans sa vie. Il a eu son fils qui a été assassiné. Et à la suite de quoi, il a eu un cancer foudroyant des testicules. Et il s'est dit, mais c'est quand même étonnant, parce que finalement, je n'ai pas déclaré n'importe quelle pathologie. Les testicules, c'est bien l'organe reproducteur pour l'homme, et donc c'est bien mon drame de père que je raconte. Et donc, il a regardé, comme c'était un médecin hospitalier, il est allé regarder chez tous ses patients s'il y avait toujours le même conflit traumatique, psychologique, qui se répétait pour chaque pathologie. Et il s'est effectivement rendu compte qu'il y a toujours le même conflit pour la même pathologie. Alors, du coup, il a pu en faire une grille de lecture. Et donc, si on connaît le mot-clé, j'allais dire le mot de passe, qui permet de comprendre pourquoi on a fait telle pathologie et pas une autre, eh bien à ce moment-là, si on choisit de guérir la mémoire du pourquoi, il n'y a aucune raison que la maladie continue. Et alors, ce qui est intéressant, mais ça n'engage pas, ce n'est pas mes mots, c'est mon professeur qui le disait, donc monsieur Claude Sabat, qui disait « La maladie, telle qu'un cancer, n'est pas plus dangereux qu'un rhume. » Ça veut dire quoi? Si on peut déprogrammer la raison pour laquelle on a eu un rhume,
on peut aussi déprogrammer la raison pour laquelle on a eu un cancer. Et il ajoutait, on meurt plus du conflit de diagnostic que de la maladie elle-même. C'est la peur de la peur. Donc, une fois que l'on comprend ça, bien sûr, alors là, par contre, je vais mettre un bémol. Il est bien évident qu'on n'arrête jamais ces traitements. On continue la médecine conventionnelle, mais on ne garde pas les croyances inhérentes à la médecine traditionnelle parce qu'elles sont tout autres en décodage. On reste bien dans sa pensée que si on connaît la cause, on peut en libérer les effets. Donc, lui, il s'est évidemment guéri du cancer des testicules et il a exprimé quelque chose d'important. Et là, ça a été vérifiable de manière scientifique, à savoir qu'il a pu prouver que dans le cerveau, il y a des points, qu'on a appelés d'ailleurs les points de Hammer, qui sont reliés, chaque point, qui est un point psychologique, sont reliés avec un organe. Et donc, si on a un traumatisme psychologique engrammé, eh bien, on aura l'organe correspondant qui va être malade. Donc, si on arrive à libérer ce traumatisme, la maladie va s'arrêter ipso facto. Alors, ça peut nous être personnel, comme ça peut nous être transgénérationnel. Mais c'est souvent transgénérationnel. Mais en tout état de cause, ne dites pas, c'est pas parce qu'il y a des cancers dans ma famille que moi, je vais avoir peut-être un cancer. Non, c'est parce qu'il y a un conflit psychologique qui se répète que si on va au premier programmant de ce conflit, eh bien, la maladie va s'arrêter définitivement. Oui, ça change tout, hein? D'accord? Alors, je vais vous donner quelques exemples. Si tu veux bien, peux-tu donner, s'il te plaît, le dernier dessin sur les cycles mémorisés? C'est assez surprenant, mais c'est comme ça. Ça s'appelle les cycles mémorisés de monsieur Marc Fréchet. Alors, je vais vous le faire court parce que c'est relativement complexe, mais il faut savoir que le cerveau est un grand ordinateur et donc, il va répéter des choses en même place parce qu'il y a eu un premier traumatisme que j'appelle donc le premier programmant. Mais si au premier programmant, nous ne l'avons pas compris, nous ne l'avons pas décidé le changement et si nous ne l'avons pas guéri, eh bien, ça va se répéter de manière extrêmement précise et pas n'importe comment. Et après, ça sera des déclenchants. D'accord? Et vous voyez, là, il y a ces, comment dirais-je, ces vortex en quelque sorte. C'est ce que j'appellerais, moi, l'inconscient. D'accord? Et si un premier choc, on ne va pas pouvoir le libérer psychologiquement, il va s'engrammer dans l'inconscient. Puis, on continue sa vie. D'accord? Mais comme on ne l'a pas réglé, eh bien, la vie elle va être généreuse. Elle va nous faire toc, toc, toc. Tu n'as pas compris? Tiens, je te resserre la soupe. Elle est un peu plus froide et elle est un peu plus pimentée. Mais bon, on va peut-être encore arriver à le gérer. Et puis après, on va continuer sa vie. Mais à un moment donné, le choc qui va se redéclencher va nous réveiller en quelque sorte. Mais le réveil, c'est parce que la biologie va se réveiller et la maladie va s'installer. D'accord? Et ce que l'on appelle là, quand on ne peut pas, quand c'est bien engrammé au fond et que c'est rentré dans la biologie, ça s'appelle la MMS, qui s'appelle la mini-maxi-schizophrénie. Ça ne veut pas dire qu'on est schizophrène, non. Mais ça veut dire qu'on n'est pas en mesure soi-même de trouver la cause parce que c'était émotionnellement tellement douloureux qu'on l'a enfoui, ou bien c'était tellement douloureux pour un aïeul qu'on n'a pas pu le dire, et tous les mots M-A-M-O-T-S qui n'ont pas été prononcés deviendront des mots M-A-U-X parce qu'on a eu du mal à le dire. Donc, le but du décodage, c'est de sortir de cette MMS pour en avoir, 1, la conscience, 2, décider le changement, et 3, passer à des actes de guérison ou entendre un mot guérissant de ma part
ou de la part de quelqu'un qui accompagne, ou un mot guérissant qu'on va se donner en propre pour pouvoir choisir et décider de libérer. Alors, vous avez vu que là, j'ai fait une impasse sur, ici, le petit trait où j'ai marqué autonomie financière. Alors, vous devez vous dire, mais qu'est-ce que ça fait là, ça? Eh bien, ce qui est extrêmement étonnant, et là, je veux que vous me croyiez sur parole, figurez-vous qu'on a des centaines de décodeurs biologiques qui disent la même chose, qu'il faut croire sur parole, parce qu'en fait, on n'a pas d'explication si logique que ça, et pourtant, ça fonctionne. Il faut savoir que ces cycles mémorisés, eh bien, ils se calculent à partir de son autonomie financière. Ça veut dire, prenons l'exemple simple, mettons que vous soyez autonome financièrement à 20 ans. Le premier cycle mémorisé, on va le prendre sa date de naissance et sa date de conception, c'est-à-dire là, ça s'appelle le progescence, là, c'est-à-dire 9 mois, d'accord? Et ensuite, on rajoutera les 20 ans. Donc, le premier cycle mémorisé sera 20 ans plus 9 mois. 20 ans plus 9 mois. Le deuxième cycle mémorisé sera le double de tout ça, c'est-à-dire 40 ans plus 18 mois. Et puis, si on est déjà plus âgé, on pourra le vérifier, ça sera 60 ans plus 36 mois. D'accord? Si vous faites votre calcul, si vous regardez bien, quand vous étiez autonome financièrement, c'est-à-dire vous ne recevez plus d'argent de papa et de maman, vous n'êtes plus sur leur toit, et vous travaillez ou vous êtes pris en charge par ça peut être aussi votre conjoint ou votre conjointe, mais en tout état de cause, vous ne recevez plus d'argent de la maison, eh bien, vous pourrez faire votre cycle. Et à quoi ça sert ça? Pas à dire, ah mon Dieu, il va m'arriver une tuile dans tant d'années. Non. C'est aussi de comprendre que s'il y a eu ici, au premier programmant, un traumatisme qui n'a pas été réglé, eh bien, on va pouvoir libérer le cycle suivant. Donc, on travaille en amont, avant que ça se produise. Et c'est tout le but du jeu. Le jeu du jeu. J-E-U, J-E. Merci. Alors, c'est un tout petit peu complexe. Bien sûr, on pourra y revenir si ça vous intéresse. C'est très étonnant. Alors, ce que je veux vous dire, c'est que le cerveau est un grand ordinateur. Il est un merveilleux ordinateur et lui ne se trompe pas. Si vous essayez de faire le calcul, mais que vous n'avez pas une mémoire fiable d'exactement des histoires de votre vie, eh bien, ça va être faux. Donc, plus vous allez essayer d'être collé et de rechercher des dates précises, plus vous allez voir que c'est du papier à musique. Le cerveau fonctionne comme ça dans des dates anniversaires, et tout le but, c'est d'arrêter des dates anniversaires négatives. Ce qui est aussi intéressant, c'est de se rendre compte qu'on est aussi souvent dans des dates anniversaires de nos aïeux, des dates de mariage similaires, des dates où on va des enfants au même âge, croyances de décès au même âge, etc., etc. Donc, allons chercher toutes les dates pour voir ce que nous, on répète. Alors, pour les maladies, c'est, encore une fois, la maladie est la solution parfaite du cerveau. Et donc, je vous ai dit, pour chaque pathologie, il y a un mot-clé. Alors plutôt, parce que ça serait très rabarbatif et ça serait surtout très très long, parce que des maladies, il y en a des foultitudes, je vais vous raconter une petite histoire, puisque je vous ai dit, la vie est un conte de fées, je vais vous raconter des contes. Il était une fois. Et je vais prendre des cas types. J'espère qu'il y a peut-être des personnes qui m'ont déjà entendu il y a quelques jours, puisque j'ai déjà parlé de décodage. Mais ces histoires sont tellement symptomatiques que j'aime bien les répéter. Bien sûr, je pourrais en donner beaucoup d'autres. Mais je vais demander aux personnes qui m'ont déjà entendu que les histoires que je raconte, qu'elles m'en excusent si elles ont déjà entendu cette histoire, mais elles sont trop belles pour que je les passe sous silence. Je vais essayer d'en choisir d'autres. Je ne sais plus exactement ce que j'ai dit la semaine dernière,
mais il y a quand même certaines que je veux garder, et entre autres, mon histoire, ma propre histoire. Et ça, je vous la raconterai en finale pour vous montrer, ça c'est vraiment un cas d'école, et que tout peut être négociable, que tout peut être mutable, qu'il n'y a pas de fatalité, puisque avec une pathologie lourde, moi je me suis guérie en trouvant mon secret de famille. Alors, comme je vous ai dit, la pathologie, d'abord, on n'attrape rien. On n'attrape évidemment pas un cancer, pas plus qu'on attrape une grippe que quoi que ce soit. On va créer quelque chose et on va le décréer. Et on va le créer pour juste raconter justement ce qui n'a pas été exprimé en mots, MOTS. Alors, je vais vous donner l'exemple du diabète. C'est justement un exemple un peu complexe parce qu'il n'a pas un seul mot qui est un mot de passe, mais il y en a deux. Et plutôt que de vous dire, bah, c'est ça, oui, bon, ça ne vous donnerait pas grand-chose, hein, d'autant plus qu'il y en a tellement, c'est comme si vous alliez chez le médecin et vous dites, voilà, ben, j'ai un cancer, docteur, qu'est-ce qu'on peut faire? Ben, il vous donne le Vidal, ben, lisez donc et voilà, vous n'allez pas guérir. Eh bien, c'est la même chose. Si moi je vous dis exactement le mot-clé de telle pathologie, ça ne va pas vous faire guérir. Vous saurez que c'est ça. Bon, ok, vous comprendrez, vous saurez mentalement, intellectuellement. Mais pour guérir, il faut être touché émotionnellement. Parce que c'est dans un moment de stress et d'émotion que vous ou quelqu'un de votre famille a engrammé un traumatisme, un choc. Et c'est donc dans un moment d'émotion que vous allez pouvoir le lâcher. Ça veut dire quoi? Et là, sincèrement, je ne veux pas faire de rétention d'informations, mais si d'aventure vous aviez envie de travailler et de comprendre des pathologies que vous avez ou dans votre famille, et que vous me demandiez de me dire ce que c'est, je ne vous répondrai pas. Pourquoi? Parce qu'il faudra que j'ai l'histoire pour pouvoir redonner à votre cerveau toute la coloration émotionnelle. Donc, pour que vous puissiez, à un moment donné, être touché dans le cœur pour pouvoir décider de guérir. Donc, ça n'a pas de sens. C'est pas la peine de me demander, Dominique, c'est quoi ça? C'est quoi ça? C'est quoi ça? Je vais peut-être donner quelques exemples. On va peut-être me poser des questions, c'est sûr qu'on va me poser. Mais encore une fois, ça n'a pas beaucoup de sens parce que si juste vous le comprenez avec la tête, ça ne va pas vous faire guérir. Ce qui va vous faire guérir, c'est de comprendre pourquoi vous avez mis ça en place, parce que c'était pour décider de guérir une histoire qui était coincée dans un drame. Et là, à ce moment-là, vous pouvez vous identifier à la personne dont vous portez le traumatisme. Et une fois que vous avez identifié ça et que vous avez été touché par cette histoire, alors la maladie peut à ce moment-là disparaître. Elle n'a plus de sens. Alors, pour le diabète, il y a deux mots-clés. Je vais vous raconter l'histoire de Denise. On se trouvait à Toulon et dans ce groupe, parce que je fais évidemment beaucoup de groupes de travail, à l'époque, on ne faisait pas de webinaire. Et donc, j'étais en atelier présentiel et tout le monde avait plus ou moins une problématique avec l'alcool. Et qui dit problématique avec l'alcool, malheureusement, bien souvent, il y a des mémoires de violence, minimum verbale, parfois plus. Et donc, ce groupe, il était, j'allais dire, costaud en émotion, parce que, évidemment, il y avait des choses assez lourdes qui avaient été vécues par les uns et par les autres. Et Denise va passer la dernière. Et ce que je savais, c'est qu'elle avait un diabète et qu'elle était insulinodépendante. Et je me suis dit, bon, bah, puisqu'elle est avec une psychogénéalogiste et une décodeur biologique, elle va travailler ça. Eh bien, pas du tout. Elle, sa demande, et moi, j'obtempère, hein, chacun veut travailler ce qu'il veut, et tout est toujours juste. Elle voulait comprendre pourquoi, dans son histoire, c'était des terriens et ils avaient perdu des terres. Les grands-parents avaient perdu des terres parce qu'en fait, ils avaient des dettes de jeu. Les parents avaient perdu des terres parce qu'ils avaient fait des mauvaises gestions. Et elle venait de perdre la dernière terre par une malversation d'un notaire. Et son fils, normalement, aurait dû recevoir cette terre
et pour mettre une maison dessus, et il avait 20 ans. On va regarder dans son arbre et on va se rendre compte que le grand-père avait 40 ans quand il perd une partie des terres, que le père avait 40 ans quand il perd une partie des terres, et je vous demande donc quel âge avait donc Denise. Elle avait 40 ans. Et le fils avait quoi? 20 ans, la moitié. Vous avez vu les cycles? Rien ne se perd. Et moi, je vais lui demander, comment tu vis ça? Et là, je l'entends hurler de colère. C'est répugnant parce qu'on lui avait volé sa terre et voilà, toutes les pertes de terrain et tout ça. Et là, j'avais envie d'exploser de rire et intérieurement dit, yes! Le mot-clé pour le diabète, c'est la répugnance. Donc, c'est extraordinaire. En fait, elle voulait travailler quelque chose qui semblait anodin, mais en fait, en énonçant le ressenti de l'histoire, elle était en train de conscientiser le traumatisme de base du diabète. C'est parce qu'elle pensait que c'était répugnant qu'elle avait du diabète, sinon elle aurait eu autre chose. Eh bien, figurez-vous qu'elle a fait ce qu'on appelle une crise épileptoïde, c'est-à-dire que je vous ai dit qu'il y a des points de Hammer dans le cerveau. Elle a eu mal à la tête, elle a eu des pleurs, elle a eu les mains qui ont tremblé. C'est les trois aspects qui nous font dire que le cerveau a entendu, qu'il a compris et qu'il va lâcher. Et effectivement, quelques semaines plus tard, elle m'a téléphoné, elle m'a dit c'est incroyable, mon diabète est descendu à 50%, mais ça tient encore un peu parce que je suis allée voir le médecin et il m'a dit ah non, non, ça c'est pas possible, hein, ça fait 20 ans que vous avez du diabète, c'est pas possible. Conflit de diagnostic, paf, ça remontait. Alors je lui dis, toi tu veux vraiment guérir? Alors on va se revoir, parce que de toute façon, comme elle avait fait une grosse crise épileptoïde, je ne voulais pas aller trop vite, et il se trouve que donc il y a 2 mots. Donc on s'est revus. Et quand on se revoit, elle me dit, alors c'est incroyable parce que moi qui pense que je suis comme que je suis une battante, que tout va bien, j'avais des ulcères variqueux et je ne voyais quasiment plus à cause du diabète. Eh bien, entre-temps, mes yeux sont revenus à l'état normal et mes ulcères ont disparu. Il ne me reste plus qu'à libérer totalement mon diabète. Elle était tellement persuadée, j'ai dit c'est bon, elle va forcément guérir. Eh bien, on a regardé de nouveau son arbre et on a vu qu'elle ne parlait pas de quelqu'un. Et ce quelqu'un, je lui dis, mais c'était qui cet homme-là? Et là, elle s'illumine. Elle me dit, ah mon Dieu, c'était un jeune soldat mort à la guerre, il avait 20 ans. 20 ans, l'âge de son fils. Vous avez vu, la cycle mémorisée. Et il est mort, il a été descendu dans son avion, il est mort. Et elle, son mot-clé, elle, c'était même contre mauvaise fortune, bon cœur, je suis un petit soldat et je vais résister. Petit soldat et résistant. Et le mot-clé du diabète, le deuxième mot, c'est la résistance. Et ce jeune homme était dans la résistance. Ok? Elle va guérir sur un mot guérissant et je vais lui dire, tu sais Denise, est-ce que tu sais que la guerre est terminée depuis 1945 et que tu n'as pas besoin de fonctionner comme un petit soldat? Elle a été tellement touchée par ça qu'elle a guéri et que pendant 10 ans, elle est venue faire des conférences. Quand je faisais des conférences à Toulon, elle venait raconter son histoire pour dire qu'elle avait compris et guéri un diabète de 20 ans. Voilà, il était une fois Denise. Alors, ça, je vous donne le diabète. Est-ce que je peux encore donner 2-3 maladies? C'est bon encore, Cédric? Est-ce qu'il y a des questions? Bon, mais on a plusieurs personnes qui se posent des questions sur les maladies auto-immunes. Oui, alors là, par contre, je ne vais pas rentrer dedans, là. Je ne peux pas. Parce que c'est un cas particulier. Donc là, ça serait trop complexe. Ok. Oui, non, là, c'est trop complexe. En décodage, ça ne fonctionne pas comme ça, mais c'est un cas exceptionnel, donc je ne vais pas rentrer dedans, désolé. Ça marche. Est-ce qu'on rentrera dedans dans les ateliers, peut-être? Est-ce qu'on prendra les cas personnels? Oui, bien sûr, bien sûr. Parce que là, je vous donne quand même les grandes lignes, mais évidemment, le décodage, c'est un peu plus complexe que ça. Hein. Ce n'est pas qu'une petite histoire à raconter. Et du coup, on a 2 personnes qui demandaient
qui ne trouvaient pas leur voie et qui se demandaient si ça peut venir justement de la lignée, d'un blocage, et est-ce que, par exemple, dans les ateliers, on va pouvoir, en libérant ces blocages, ça va aider à rejoindre un petit peu son chemin de vie. Et puis, oui, c'est même tout le but du travail. Hein, au début, j'ai dit c'est pour retrouver sa véritable nature. Oui, bien sûr, ça sert à ça. Bien sûr. Alors, ce que j'ai oublié de spécifier, c'est que je suis médium. Donc, quand il y a des informations qui me sont données, je les donne. Bien sûr. Ok. Hein, c'est quand même une partie de mon travail aussi. Il y a la connaissance purement pragmatique, mais il y a aussi la voyance, ou de la médiumnité, ou du channeling, enfin, comme tu veux. Voilà. Alors, je vous raconte encore 2-3 petites histoires, peut-être. Oui, voilà. Et puis, en comptant la tienne, et puis parce que Oui, ça fait donc déjà peut-être. 1 heure et demie Oui, passée, donc et puis après d'accord. on fera un petit point sur quelques questions, et puis. D'accord. Alors, peut-être, je vais essayer de donner autre chose. Oui, je vais raconter une autre histoire au cas où il y aurait des personnes qui me réécouteraient par rapport à la semaine dernière. Je vais raconter parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de maladies par rapport aux allergies. Hein. C'est la bouteille à l'encre, un peu, les allergies. On ne sait pas trop comment les prendre. Et la dernière fois, j'ai parlé d'une allergie dans un parfum. Si je le dis en raconte en 2 secondes, une personne était allergique à un parfum qui s'appelle Angel. Et elle avait une grand-mère qui s'appelait Angèle, qui était une peau de vache. Et cette peau de vache ne lui permettait pas, quand elle était petite, d'aller goûter. Et si on regarde bien, la constitution de ce parfum, c'est chocolat et vanille. Qu'est-ce que mange un enfant au goûter, si ce n'est du chocolat et peut-être de la vanille? Donc, elle, pour le cerveau, il avait relié l'ensemble. La peau de vache qui interdisait d'aller goûter avec les copains, donc allergique au parfum, mais en fait, c'était allergique pas à quoi, mais à qui? Mémoire d'un relationnel difficile avec une grand-mère qui s'appelait Angèle. Et Angèle et Angel, symboliquement, c'est la même chose. Elle a guéri immédiatement quand on a fait ce lien immédiat. Alors ça, c'était une histoire personnelle. Mais on peut retrouver bien sûr aussi des histoires transgénérationnelles. Mais là, ce que je voudrais raconter, c'est l'histoire d'un monsieur, et là, ça a été filmé. Un monsieur qui était allergique au gluten. Alors, je sais très très bien que beaucoup de tes auditeurs, Cédric, sont très intéressés aussi par la nutrition. Enfin, c'est aussi un des aspects. Mais, et aussi, il faut dire que c'est aussi la bouteille à l'encre. Hein. On ne peut pas manger ci, on ne peut pas manger ça, c'est compliqué, toutes les allergies. Eh bien, voilà l'histoire de ce monsieur. En fait, il est allergique donc au gluten, donc aux farines et au pain. Et lui, s'il mangeait un gâteau, il était immédiatement à suffoquer, à être malade comme un chien. Et on a fait un travail où il a été filmé. Et en fait, on a regardé que dans son histoire familiale, il avait une grand-mère avec qui c'était une relation également difficile. Et cette grand-mère, comment, à votre avis, elle s'appelait? Enfin, je ne vais pas vous faire chercher parce qu'on n'a pas trop de temps. Elle s'appelait Madeleine. Tiens donc, c'est pas un gâteau, ça, une Madeleine? De l'autre côté, il y avait une histoire, une mémoire d'un grand-père qui était marin et ils ont eu un accident, le bateau, et ils se sont retrouvés à ne plus rien avoir à manger. Mais lui, subrepticement, il avait caché du pain et discrètement, il mangeait tout seul alors que tout le monde tombait en inanition. Donc, il y avait une mémoire de honte par rapport au pain. Qu'est-ce que va faire à la génération suivante comme métier le fils du monsieur? Il est boulanger, il donne du pain. Et la génération d'après, eh ben, elle est allergique au gluten. Quand on a fait la guérison de ces 3 pôles, eh bien, on lui a fait manger du pain, on l'a pris en photo et ça a été terminé. Il n'a eu aucune réaction au pain parce qu'il avait libéré la mémoire de ce drame de l'époque. Je pense que, est-ce que je peux peut-être raconter une dernière histoire? Ou la mienne? Je ne sais pas, qu'est-ce que tu en penses, vu l'heure? Comptez la tienne, et puis comme ça après on prendra Voilà. quelques questions.
D'accord. Alors, vous voyez que à partir du moment où on prend contact avec l'histoire qui est sous-jacente, en lien avec l'histoire, la pathologie, n'a plus de sens. Et en ce qui me concerne, moi je suis effectivement, je suis contente de pouvoir raconter mon histoire parce que, si moi je guéris, tout le monde peut guérir. Parce que c'est pas écrit dans le marbre que moi j'étais capable de le faire. Tout le monde l'est. Pourquoi j'ai guéri? C'est parce que, et ça j'espère que je vais être assez contagieuse, il faut 100 de certitude. En décodage biologique, si vous ne croyez qu'à 80 95 99,9 le cerveau ne va pas donner l'information de guérison. Il faut 100 de certitude. Donc ça beau sembler très simple, c'est très dur parce que l'être humain, il doute. Eh bien, c'est la même chose en décodage biologique que la foi à Lourdes. Il y en a qui guérissent et d'autres pas. Pourquoi? Parce qu'ils ont la foi absolue. Et si on revient en finale à ce que je disais au tout début, que tout est spiritualité, vous savez que le Christ faisait des guérisons en disant, posait la main en disant, femme, tu es guérie et c'est ta foi qui t'a guérie. Eh bien, en décodage biologique, c'est la même chose. Si vous avez la certitude et la foi absolue que c'est possible, on va guérir. Alors voilà mon histoire. Vous vous souvenez que j'ai parlé de cycle mémorisé. Or, moi, lorsque ma petite fille a eu 3 ans, j'ai commencé à me paralyser. J'ai eu une fibromyalgie invalidante lourde et j'étais à la limite de la sclérose en plaques. Curieusement, je vous ai dit que les couples se rencontrent par affinité d'histoire. Ma belle-fille, qui n'avait que 27 ans, a déclaré une sclérose en plaques à la même période que moi. Donc, on est bien dans une même histoire. Je rappelle que le cerveau a 4 modes pour guérir. Il va faire de la masse, il va faire du creux, il va faire du blocage, il va faire du déblocage. Moi, j'étais dans la 3e version, blocage. Toutes les maladies invalidantes, c'est blocage, c'est-à-dire toutes les maladies rhumatoïdes, la fibromyalgie, la sclérose en plaques. Les 2 autres, c'est les cancers. Le 2e cas, c'est les ulcères. Et le déblocage, c'est les tremblements essentiels Parkinson. Ce sont les 4 modes. Ce qu'il faut savoir, dans le cadre de mon histoire, c'est que j'ai fait cette pathologie-là parce qu'il y a eu un drame, et ça je le sais, c'est ce que vous pourrez apprendre justement dans les modules, c'est le mot-clé qui raconte telle histoire. Eh bien, moi, ce que je cherchais, c'est qu'il y avait eu un drame dans un déplacement de haut en bas. Un déplacement de haut en bas. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un déplacement? Ça peut être une chute. C'est rare qu'on chute de bas en haut. Hein. Donc, c'est forcément un drame de haut en bas. Ça peut être une chute, par exemple, une grand-mère qui se tue dans un escalier, et puis la petite fille va avoir l'âge de la date de mort de l'aïeul. Ben, elle ne peut pas faire un cancer, elle ne peut pas faire un ulcère, elle va faire forcément une maladie invalidante. Et donc, moi, j'ai démarré cette pathologie à l'âge, quand ma petite fille a eu 3 ans. Eh bien, voilà l'histoire de ma mère. Ma mère, enfin, plutôt, mes grands-parents, que je n'ai pas connus, étaient chanteurs d'opéra à Paris. Donc, si on regarde de représenter, vu que tout est symbolique, Paris, par rapport à la France, c'est en haut. Évidemment, par rapport au Québec, on ne peut pas le représenter, hein, mais on va le regarder dans sa propre histoire. Donc, pour moi, le haut, c'est Paris. Le bas, c'est chez moi, Fréjus, le nord, nord-sud. Il se trouve que ce que je sais dans mon histoire, c'est que mes grands-parents, quand ma grand-mère attendait ma mère, sont descendus dans le sud de la France, donc déplacement de haut en bas, d'accord? Et ils sont venus travailler à Nice, chanteurs d'opéra à Nice. Puis, ils sont remontés, mais comme ils étaient chanteurs et qu'ils se déplaçaient pas mal, ils ont laissé leur petite fille, enfin leur fille, pendant 3 ans chez une nourrice à Nice.
Ce qui est incroyable, c'est que moi, je vais descendre. Alors, je connais, il n'y avait pas de raison que je fasse la même chose que mes grands-parents. Je ne les ai pas connus. Je vais descendre moi aussi de Paris à Nice et que ma meilleure amie, qu'est-ce qu'elle est? Chanteuse à opéra de Nice. Tiens donc, rien ne se perd, tout se transforme. Et donc, moi, ma vie continue. Et quand ma petite fille va avoir 3 ans, c'est-à-dire la fille de mon fils, moi, je me paralyse. Mais je ne me paralyse pas n'importe comment. Je vous ai dit, la maladie est la solution parfaite du cerveau. On peut se paralyser de plein de façons. Moi, hanches fermées, genoux serrés, cuisses bloquées. Je marchais comme un canard. Pas comme un canard, l'inverse. Les pieds fermés. Et je marchais quasiment plus. Eh bien, je vais essayer de vous le faire court parce que tout a faisait sens. En fait, j'ai eu la chance parce que, pas la chance, la vie était généreuse parce que je l'ai demandé. Comme je n'avais pas du tout l'intention de rester paralysée, j'ai demandé que me soit donnée l'information. Quelques jours plus tard, j'ai été invitée à faire une conférence dans un forum. J'ai croisé 2 minutes une consoeur qui me dit « Dominique, je t'invite à faire une constellation et il n'y aura que des thérapeutes et je t'invite parce qu'on se connaissait depuis un certain temps. On ne se voyait jamais, hein. Ça faisait des années qu'on ne s'était pas vus. Je suis allée faire cette constellation familiale, c'est-à-dire que c'est du décodage biologique et de la psychogénéalogie appliquée, c'est du théâtre. Il se trouve que j'ai été tirée au sort 2 fois par des gens différents, et le samedi et le dimanche, et les 2 fois, ils m'ont raconté la même histoire. On peut supposer que c'est vrai. De toute façon, moi, j'y crois dur comme fer, ça fait 40 ans que je pratique, et c'est toujours vrai. Je n'ai pas vu en 40 ans de travail de constellation un groupe qui ne réponde pas à la question posée alors qu'il ne sait pas l'histoire. Donc, en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai appris que mon grand-père, et la seule chose que je savais de lui, c'est que c'était un très bel homme qui était un peu coureur sur les bords, paix à son âme, excuse-moi grand-père. Et ce grand-père est descendu dans le sud de la France, subrepticement, sans le dire à sa femme, pour rencontrer soi-disant sa fille, mais en fait, il est venu conter Fleurette à la jolie jeune fille nourrice de 20 ans. En fait, il a eu un acte malheureux, puisqu'en fait, il l'a abusée. De ce viol est né un enfant. L'enfant de la famille est décédé. Et 3 ans plus tard, l'enfant qui remonte, c'est l'enfant adultérin. Secret de famille, j'apprends à 60 ans que je ne suis pas la petite fille de ma grand-mère, mais que je suis la petite fille de la nourrice qui a été violée. Maintenant, imaginez-moi, jambes fermées, cuisses bloquées, hanches fermées. N'est-ce pas la solution parfaite pour qu'une femme ne soit pas violée? Quand j'ai pris conscience de ça, juste dans le savoir, ça ne m'a pas guéri. Mais quand j'ai pris conscience que cette femme, qui est ma grand-mère, avait été abusée et qu'on lui avait pris son enfant, en plus, j'étais tellement touchée émotionnellement que mon cerveau a pu revenir en état de santé. Et j'ai fait un acte fort, puisque j'ai mis en lettres d'or son nom que j'ai retrouvé. Je ne vous donne pas comment ça s'est fait, parce que c'est totalement magique. Sur la pierre tombale familiale, pour la reconnaître comme ma vraie grand-mère. Pourquoi? Parce qu'en fait, ma mère a été abandonnée par sa mère à l'âge de 3 ans quand elle est remontée, mais après, je comprenais. C'est parce que ce n'était pas sa fille. Or, ma grand-mère, que je croyais ma grand-mère, évidemment, n'a pas reconnu son enfant. Donc, vous voyez, il y avait un mensonge à la clé. Eh bien, pourquoi c'est juste? Parce que quand j'ai commencé à guérir, on m'a envoyé à Paris travailler, faire des conférences à Paris. Et je cherchais un lieu pour travailler à Paris, où je travaille encore d'ailleurs quand je monte faire des stages. Eh bien, figurez-vous que par le pur des hasards, entre guillemets, le lieu que l'on m'a donné de Fréjus pour aller travailler à Paris, c'était dans l'immeuble de mon grand-père. Excusez-moi du peu. Quelle est la probabilité pour que ça se passe? C'est l'univers qui est généreux qui m'a donné l'occasion de retourner sur les lieux et de guérir l'histoire. Voilà. Alors j'espère que j'aurai été un peu contagieuse et que vous aurez envie aussi de faire ce parcours. C'est un parcours initiatique. En plus, on se prend en jeu parce qu'on apprend de très belles choses aussi. Et surtout, on apprend à ne pas être fidèle au drame, à ne pas être fidèle au malheur, à se choisir le bonheur, à se choisir d'être effectivement, comme tu disais si bien,
co-créateurs de ce nouveau monde. Et nous avons aussi cette chance depuis 2012 jusqu'en 2027 d'être vraiment des créateurs extraordinaires de ce nouveau monde. Un nouveau monde qui serait fait de paix, qui serait fait de compréhension, qui serait fait d'amour. Et comme disait Monsieur Martin Luther King, I had a dream. Oui, j'ai le rêve que tout le monde fasse la paix avec son histoire. Car si on fait la paix dans son monde intérieur, on va être à ce moment-là artisan de la paix dans le monde. Et je pense que notre monde en a bien besoin. Voilà, merci. Pour toutes ces informations que tu as pu partager, pour ton histoire et puis pour avoir déjà répondu à quelques questions. Alors, on va en prendre encore une ou deux avant de se quitter. Et on va commencer par celle de Catherine qui demande: j'ai toujours été aidante depuis l'âge de 6 ans auprès de mes petites sœurs, de mes parents jusqu'à leur fin de vie, puis de mon mari qui est bipolaire, qui a un infarctus pancréatite. Est-ce que c'est mon karma et comment je peux m'en sortir? Alors, là, oui, c'est intéressant parce que là, il y a la notion de karma qui est énoncée. Il faut bien savoir de quoi on parle quand on parle de karma, hein, parce que souvent, quand on parle de karma, on pense fatalité, justement. Et non, le karma, il est là justement parce que ce sont juste des obstacles sur notre champ de vie, mais le dharma, justement, si elle emploie le mot karma, il y a le dharma, et le dharma, c'est justement pour transmuter. Donc, il n'y a pas de fatalité là non plus. Tout est transformable dans le dharma, oui. Et le dharma, c'est l'amour. Voilà, donc tu as déjà l'amour comme voie oui. de sortie. Oui, et d'ailleurs, mes deux maîtres, hein, aussi bien Amma, que beaucoup de gens connaissent, que Sri Vishwananda, tous les deux, leur seul credo, c'est l'amour. Lui, il le dit en anglais, just love, mais il n'y a que ça. Et là, il n'y a que l'amour qui nous guérit. Et peut-être l'amour, d'abord, c'est l'amour de soi. C'est l'amour de soi. Parce que si on a de l'amour pour soi, alors on a de l'amour pour l'autre. Et à ce moment-là, il y a beaucoup de choses qui se libèrent. Merci pour ta réponse et merci Catherine pour ta question. Florence te demande s'il y a une limite d'âge pour agir. Pas du tout. On peut transmuter aux derniers instants de sa vie, hein. Il n'y a aucune limite d'âge. Parce que vous savez, en fait, le seul mot, si on pouvait y croire tant que ça prend 30 secondes. C'est oui. Oui, c'est tout. Oui à la vie, oui à l'amour. C'est tout. Ça va très vite. Si on le vit vraiment dans ses cellules. Oui. Eh bien, merci pour ta réponse à Florence et on va prendre une dernière question qui me paraît importante quand même d'y répondre de Guylaine qui te demande: après avoir suivi vos webinaires, sera-t-on capable de décoder et de libérer d'autres personnes? Alors, là, ça serait utopique. Je vais être très claire. Alors, oui, on peut en être capable, mais pas, même déjà en 1 an de formation en présentiel, on ne peut pas l'être. Parce que ne croyez jamais tous les thérapeutes qui vous disent qu'en 3 week-ends, vous pouvez être thérapeute pour les autres. C'est un mensonge. Et je m'insurge contre ça. Oui, vous aurez plein d'informations. Oui, alors c'est vrai que dans l'autre webinaire que je fais, j'ai eu effectivement une dame qui m'a dit: j'ai compris et j'ai passé l'info et ça a été entendu. Oui, mais de là à devenir thérapeute, non. Il faut bien faire le distinguo, hein. Parce que vous aurez plein d'informations, mais vous n'aurez peut-être pas encore totalement la gymnastique. Vous aurez les informations, mais comment les articuler? Certains pourront, parce qu'il y a des gens qui seront peut-être qui auront plus vite compris et qui pourront s'en servir. Mais pour être vraiment thérapeute, moi, ça demande un travail spécifique et je le fais aussi. C'est-à-dire que si vraiment on veut le pratiquer, on peut à ce moment-là s'inscrire pour la suite du film pour devenir aidant. Voilà. Mais on peut toujours aider quelqu'un quand on a compris quelque chose, ça oui, bien sûr. J'espère que c'est pas une réponse, comment on appelle ça? Peut-être ben que oui, peut-être ben que non, hein. Il faut bien spécifier.
On peut toujours aider si on a compris des choses et qu'on a en plus réussi à le transmuter. Ça, oui, toujours. Mais de là, être thérapeute pour les autres, c'est un autre versant. Voilà, je pense que la clarification avait besoin d'avoir lieu. Je pense. Eh bien, Dominique, merci beaucoup. Merci à vous pour votre présence, pour vos partages, vos questions. Et merci, remerciez-vous aussi pour le temps que vous avez pris pour vous, que vous avez pris Oui. pour être avec nous, car c'est aussi pour vous que vous le faites. Je vais vous souhaiter une merveilleuse soirée et puis je vais te laisser, Dominique, le petit mot de la fin. Oui. Alors peut-être, est-ce que si on prend encore quelques secondes, vu que je vois qu'il nous reste 5 petites minutes, 4, j'aimerais, plutôt que de parler, j'aimerais faire. Et je vais vous proposer aux uns et aux autres de fermer vos yeux pour quelques instants. Et vous connaissez tous vos familles, leurs tribulations, leurs problématiques, vos relations parfois pas simples avec les uns, avec les autres. Alors, je vais vous demander d'imaginer votre famille, vos petits-enfants, si vous avez des petits-enfants, si vous avez des enfants avec leurs frères et sœurs, si vous avez des parents, qu'ils soient partis ou pas de l'autre côté, et imaginez que tous ont 3 ans et vous les rentrez dans votre cœur parce que votre cœur est grand. Il peut aimer une personne comme il peut en aimer 100. Imaginez maintenant que vous montez à la génération des tantes et des oncles. Vos tantes et vos oncles, ils ont 3 ans aussi et vous les mettez dans votre cœur. Puis, vous montez à la génération de vos grands-parents avec leurs frères et sœurs et là encore, ils ont 3 ans. Ce sont des petits-enfants avec leur histoire, avec l'histoire qu'ils portent de leurs parents et vous les mettez dans votre cœur. Puis, vous montez à la génération de vos arrière-grands-parents et là encore, avec leurs frères et sœurs, vous imaginez qu'ils ont 3 ans et vous les mettez dans votre cœur. Et vous avez maintenant toute votre famille, que vous avez connue ou pas. Ils sont dans votre cœur. Et malgré leurs souffrances, leurs blessures, ce qu'ils vous ont transmis ou pas transmis, vous leur dites merci. Et ensemble, nous allons monter quelques instants dans la lumière. Imaginez maintenant que vous avez comme un magnifique pilier de lumière au centre du cercle que nous formons tous ce soir, que ça soit en France, au Québec ou ailleurs, un cercle de lumière et d'amour. Et nous formons ce cercle et nous demandons à nos maîtres et à nos guides que vous connaissez ou pas, que vous soyez croyants ou pas. En ce qui me concerne, je demande à Amritananda Mayi et à Shri Vishwananda d'écouter toutes les histoires et les mémoires de ces êtres-là. Ça fait du monde, ça fait déjà beaucoup de monde dans vos familles, et vous, on est nombreux ce soir. Et nous allons les mettre dans la lumière et nous allons monter, 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 comme si nous grandissions notre arbre que nous portons en nous. Et tandis que nous avons de bonnes racines qui s'enracinent dans la terre-mère, nous montons vers le ciel. Et nous laissons monter, 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 monter. Et c'est comme si en haut, nous laissions éclater les blessures comme des petites bulles de lumière. Et je remercie pour ce qui se passe maintenant. Et tandis que vous faites ce choix de laisser les blessures là, qui vont se dissoudre dans la lumière, doucement vous allez redescendre, redescendre doucement. Mais vous ramenez tout le monde comme s'ils étaient maintenant nettoyés, purifiés, libérés de toutes ces mémoires qui ne les appartiennent pas plus qu'elles ne vous appartiennent.
Et vous redescendez là maintenant, et tandis que vous remerciez pour ce qui se passe, parce que vous faites le pardon à l'histoire, parce que ce ne sont que des mémoires. Alors, tandis que vous revenez, vous reprenez conscience de là où vous êtes, mais vous faites ce choix conscient que vous n'avez pas à porter leurs blessures, mais juste les remettre dans le cœur de ces maîtres et dans votre cœur, pour aller vers le meilleur, vers la beauté, vers la lumière, vers le pardon, vers l'amour. Voilà, quand vous voudrez, alors vous pourrez ouvrir les yeux, vous pourrez prendre une grande respiration, vous pourrez bouger les mains, bouger les pieds. Et quand vous serez bien persuadé de retrouver votre niveau de vigilance, et seulement à ce moment-là que vous pourrez ouvrir les yeux et prendre contact sur la beauté de la vie. Bonjour. Merci Dominique pour cette très belle expérience, cette belle expérimentation. Et donc nous serons vraiment heureux de vous accueillir tout au long de ces ateliers pour vous accompagner dans ce choix, cette décision que vous allez prendre pour la guérison. Voilà, alors je vous dis pour certains au 13 juin, mais je vous emmènerai dans mon cœur et j'espère avoir le plaisir de rencontrer certains d'entre vous. Je vous souhaite une merveilleuse nuit. Je vous souhaite une merveilleuse vie. Merci à vous. Merci à vous tous et passez une très belle soirée. Au revoir à tous. Au revoir.